Depuis 2020 et 2021, il y a une ruée vers l'or, littéralement, une ruée vers l'or, vers la création de contenu YouTube. Le petit problème dont je vois en fait quasiment personne parler, encore moins ceux qui vendent des formations ou du consulting, etc., c'est que 98% des gens qui vont créer une chaîne YouTube vont se planter. Quand je dis planter, c'est que la chaîne ne va jamais être rentable. Et quand je dis rentable, il faut l'entendre au sens élargi. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée une chaîne YouTube dans l'espoir de vendre un service, ou un bien d'ailleurs, donc vendre un produit à l'extérieur de YouTube. Donc l'exemple le plus connu de ça, ce serait bien sûr notre ami Yomi Denzel qui vend des formations via sa chaîne YouTube. Quand je dis pas rentable, c'est que même quelqu'un qui aurait prévu d'utiliser YouTube juste comme un canal d'acquisition, une vitrine pour vendre autre chose à l'extérieur de YouTube, ne serait pas rentable parce qu'en fait, son canal d'acquisition YouTube ne marcherait pas. Donc, j'ai décidé de vous faire une masterclass positionnement parce que un des éléments clés de la réussite sur YouTube, quand je dis réussite, c'est rentabilité. Un des éléments clés de la rentabilité sur YouTube, c'est le positionnement. Et pour vous parler de positionnement, je vais être obligé d'abord de vous parler des deux business models YouTube et des deux façons différentes d'y entrer. Je vais vous faire un schéma, vous inquiétez pas. J'ai préparé mon petit Excalibro. Voilà, donc avant de rentrer dans le détail et de vous faire des schémas, etc., sachez juste que, je ne sais pas si c'est assez grand, si on le met comme ça, ouais, c'est un peu mieux. La promesse de cette masterclass, qui est sur YouTube, gratuite, voilà, c'est tout simplement de vous faire économiser des centaines d'euros, puisque, en fait, basiquement, ce que vous allez voir dans cette masterclass, c'est typiquement du contenu qui est en général paywall par des formateurs, derrière des formations. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous facturer une formation à 500 euros où il y aurait juste l'équivalent de cette masterclass, qui, je pense, j'espère, va durer 40-45 minutes. Je vais essayer de faire de mon mieux. Une masterclass comme ça serait en fait un module d'une formation plus large où il y a d'autres masterclass ou d'autres modules sur d'autres éléments de la méta-business YouTube. Néanmoins, concrètement, c'est du contenu que certaines personnes n'hésiteraient pas à faire payer plusieurs centaines d'euros. Voilà, vous l'avez gratuitement. Alors avec un format un peu à l'arrache, parce que c'est la première fois, pour être honnête, c'est la deuxième fois que j'utilise Excalibro. Voilà, donc j'avais pas remarqué par exemple qu'il était pensé pour être en anglais, et que du coup, dès que je clique dans mon onglet texte, les mots français sont soulignés. Bon, c'est un peu moche. Voilà, donc on va essuyer un petit peu les plâtres ensemble, mais premier élément, vous faire économiser plusieurs centaines d'euros, chiffres variables selon les formateurs, etc., et avoir, quand je dis économiser des centaines d'euros, c'est bien sûr à l'achat des formations, mais c'est aussi après sur votre vie entrepreneuriale sur YouTube, d'accord ? Parce que vous allez, dès le départ, avoir les bons outils stratégiques et aussi les bons outils tactiques pour créer une chaîne YouTube rentable. Parce que, bon, stratégie, c'est un peu le mot à la mode, hein, bien sûr, mais en fait, la stratégie, hein, c'est un mot qui vient du monde militaire, et en fait, la stratégie n'est rien sans la technique. Donc, la stratégie, c'est un peu la vision à grande échelle, et la tactique, après, c'est un truc un peu plus précis et applicable, en fait. C'est ce qui permet d'appliquer la stratégie. Voilà, donc on va commencer par parler des deux business models. Est-ce que je peux prendre ça, le copier, créer un nouvel onglet, hop, ça c'est pour plus tard, on cache la petite matrice spéciale. Il faut que je crée un onglet texte, que je fasse... On ne peut pas copier. Sérieusement, on ne peut pas sélectionner ça, copier. Oh là là, quel enfer. Si, ok. Donc, on va appeler ça partie 1. Partie 1, les deux types de business model. On va bouger un petit peu ça pour que ça soit bien central. Et je vais indéfiniment déplacer ma matrice que je vous garde pour plutôt la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous faire un petit dessin. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de cut dans cette masterclass. C'est un petit peu comme un live.
Donc, on a un super dessin. On va garder un truc noir. Je vais prendre un peu large. Je vais mettre ici. On va faire un premier cercle. Je précise que je dessine à la souris. Donc, évidemment, mes schémas, mes dessins vont être un petit peu à la One Again. Ici, on va prendre du rouge, parce que c'est un peu le truc le plus connu sur YouTube. Hop là, tac, tac, tac. Ici, on va prendre du bleu. Si j'étais vraiment pointilleux, je mettrais du vert pour que ça soit la couleur complémentaire au rouge. Mais vert et rouge, ça fait un peu trop sapin de Noël. Donc, ici, on a un premier business model qu'on va appeler, pour commencer, on va rentrer dans le détail après, le business model Squeezie. Je prends pour chaque catégorie un petit peu le leader de sa catégorie concernée. Et si on a, je vais décaler peut-être un peu la case, on va appeler ça le business model Yomi Denzel. On a donc Squeezie et Yomi. Et on va bien sûr mettre Yomi en bleu pour qu'il soit accordé à son business model. Donc, vous l'avez compris, vous vous en doutez normalement, le business model Squeezie, et en fait, là, c'est juste un moyen mémotechnique, mais on va rentrer dans le détail avec d'autres chaînes, bien sûr. Le business model Squeezie, en vérité, c'est le business model du divertissement. On va donc tout de suite rajouter ça pour que ça soit bien clair. Hop, divertissement. D'accord ? Il faut en fait entendre divertissement au sens large, parce que dans ce business model, on va aussi avoir des gens, je le mets de l'autre côté pour que ça soit un petit peu lisible, hop, on va avoir Hugo Décrypte. Je suis toujours en bleu, ça va pas du tout. C'est tout attaché, je crois. Hugo Décrypte, que vous connaissez forcément. On va avoir Amixem. On va avoir Nota Bene. Chaîne francophone actuellement leader sur la vulgarisation historique. Même s'il est pas mal en train de se faire attraper par une chaîne qui s'appelle La Folle Histoire et qui approche du 1 million d'abonnés. Enfin bon, du coup, Nota Bene a plus d'1 million d'abonnés d'avance, mais je crois que La Folle Histoire, c'est son plus direct concurrent. Voilà, donc Amixem, Squeezie, bon là vous vous dites normalement, on est en terrain inconnu, ça ressemble, hein, c'est un peu le même bail, c'est du divertissement. Hugo Décrypte, Nota Bene, c'est pas du divertissement. Nota Bene, je viens de le dire, c'est de la vulgarisation historique, chaîne d'histoire, vulgarisation scientifique, médiation scientifique, diraient certains. Hugo Décrypte, c'est le Pujadas de YouTube, c'est de l'information. Donc c'est une chaîne d'actualité, une chaîne journalistique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi je parle de divertissement ? Eh bien parce qu'en fait, divertissement n'est pas le bon terme pour parler de ce business model. Je bois un petit peu. Je bois un petit peu et je vous révèle le plot twist. En fait, alors pour info, il y a plein de manières de parler de YouTube, de catégoriser les chaînes. Hein, on peut opposer par exemple les youtubeuses beauté à peu près le reste du monde. On peut opposer les chaînes de vulgarisation scientifique au reste du monde. On peut opposer les petites chaînes et les grosses chaînes. On peut opposer les chaînes intermédiaires. Vous définissez ça comme vous voulez, surtout que ça dépendra du pays. L'échelle d'une chaîne intermédiaire, donc ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne de YouTube, c'est pas la même aux États-Unis et en France, évidemment. Donc il y a plein de dichotomies. On peut vraiment faire une liste de plusieurs dizaines de dichotomies, y compris sur l'aspect un peu plus économique des chaînes. Voilà, il y a ceux qui vendent comme produits dérivés du merch, ceux qui vendent comme produits dérivés des livres, et ainsi de suite. Bon, voilà. Mais dans le cadre d'une approche qui est pensée sur l'angle du business model, qui est nécessaire pour comprendre après la question du positionnement, qui sera la deuxième partie de cette masterclass, en fait, il faut réfléchir en termes de temps de cerveau. En fait, ce que j'appelle les chaînes divertissement, c'est des chaînes qui vendent du temps de cerveau à des annonceurs à travers deux leviers. Le premier levier, c'est la publicité YouTube, d'accord ? La fameuse monétisation qui fait hurler de rage régulièrement certains youtubeurs. Je pense l'exemple le plus connu en France, c'est sans doute Joueur du Grenier, qui a eu moult démêlés avec l'algorithme de monétisation de YouTube, qui pour info n'est pas celui de la recommandation.
une idée reçue, souvent colportée, ah, si ma vidéo n'est pas monétisée, elle va pas faire de vues, etc. Ce qui est complètement faux. Donc, vous vendez du temps de cerveau à travers les ads YouTube. Voilà, la petite publicité qui se lance avant votre vidéo, de façon très contrariante. Quand vous faites partie de ces gens qui regardaient YouTube sur un téléphone et qui n'avaient pas de bloqueur de publicité, par exemple. Voilà. Et le deuxième levier, toujours pour vendre du temps de cerveau à des annonceurs, c'est en fait les sponsors. Normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est une sponsor YouTube ou une collaboration commerciale, comme l'inclut le petit disclaimer qui s'affiche normalement en bas de la vidéo, en particulier au début quand elle se lance. Voilà, donc on a les usual suspects de la sponsor, les VPN, les trucs de livraison. Par exemple, il y avait HelloFresh, je crois, qui a fait pas mal de campagnes. Les trucs un peu random, genre MyHeritage. Voilà, je ne fais pas la liste. Les sponsors les plus convoités étant évidemment tout ce qui est relatif au secteur bancaire ou, pour parler très légèrement, la finance. Donc bien sûr, Revolut, N26, Conto. Vous noterez que Conto, par exemple, ils ont un partenariat avec Silicon Carnet, qui est un podcast / talk show consacré justement à, on va dire, à la Startup Nation. Donc ça fait sens que Conto, qui est une néobanque spécialisée pour les entrepreneurs, aille de ce côté-là, par exemple. Donc, si on réfléchit en termes de temps de cerveau, je dis temps de cerveau, en fait, c'est, pour être plus précis, en fait, c'est pas du temps de cerveau, c'est vendre du temps de cerveau. Ces chaînes YouTube-là, est-ce que je peux élargir ? Ouais, je voudrais élargir un petit peu. Les chaînes dites de divertissement, vous pouvez quand même le garder en tête pour faire simple, quoi. Le divertissement, tel que moi je l'emploie dans le cadre de cette masterclass, c'est vendre du temps de cerveau. Point. Voilà, c'est tout, en fait. Et de ce point de vue-là, oui, Amixem qui fait du divertissement à la Squeezie, il vend du temps de cerveau. D'accord ? Il fait des placements de produits pour Displayt, même pour MrBeast à une époque. Extraordinaire. Mais nota bene, même s'il parle de science, une science un peu molle, puisqu'on parle d'histoire, donc, science humaine, donc science un peu moins exacte que la physique, la chimie, la biologie, mais il parle de science. Mais en fait, son modèle principal de monétisation, en fait, c'est la publicité YouTube, donc c'est d'avoir des vidéos qui sont monétisées, et c'est de faire des placements de produits divers et variés. Et il faut reconnaître que Nota Bene, d'ailleurs, est particulièrement habile là-dessus. Il a fait des partenariats avec Dassault, par exemple, ce qui n'est pas un truc qu'on voit sur toutes les vidéos, quoi. C'est pas un truc qu'on voit forcément chez Amixem, quoi. Il a fait... et aussi, il a en fait, Nota Bene a un très bon sens de l'intégration de la sponsor. Donc, je prends un exemple très précis. Récemment, il y a le nouveau jeu Doom qui est sorti, donc je crois que c'est Doom Eternal, si je dis pas de conneries. Nota Bene a fait un partenariat avec eux, et donc il a créé un épisode de Nota Bene. Je parle de façon interchangeable du créateur et de la chaîne. Donc en fait, c'est Benjamin, créateur de la chaîne, dirigeant de l'écosystème Nota Bene, qui a fait sur la chaîne Nota Bene un placement de produit pour Doom Eternal au sein d'une vidéo qui était consacrée aux, ouvrez les guillemets, influence historique des démons dans Doom. Donc, excellente intégration, puisque si on compare ça, je sais pas moi, vous avez un créateur qui fait genre un placement de produit pour, je sais pas moi, pour un jeu d'horreur, enfin pas un placement de produit, pardon, une vidéo, pensez à un créateur de type un peu Feldup, que j'aime bien appeler Feldup personnellement, parce que anglicisme, quoi, c'est comme ça. Feldup, Vision, je crois que c'est Obscura, ou des trucs comme ça, donc des trucs de creepypasta / horreur internet. Faire un placement de produit pour un VPN, je sais pas, est-ce que le VPN il a été nécessaire à la réalisation de la vidéo ? Je pense pas, quoi. Alors que l'avantage de Nota Bene en tant que chaîne historique, c'est que demain, s'il veut faire un placement de produit pour VPN
sachant que l'argument récurrent des VPN dans les publicités, c'est de dire « Grâce à nous, vous pouvez accéder au contenu exclusif de Netflix et Disney+, ce qui est souvent mensonger. » Je vous renvoie à une excellente vidéo de Micode sur la question. Et ben en vérité, Nota Bene n'a plus qu'à faire un épisode historique sur la censure des films hollywoodiens, à travers l'histoire, la censure au cinéma, les films qui ont été interdits dans certains pays. Et là, du coup, vous dites « Hey !» En parlant de censure, et ben justement, des fois, il y a des contenus qui ne sont pas accessibles. Hop, prenez le VPN qui sponsorise cette vidéo, et hop, c'est réglé. Mais voilà, l'histoire de la vidéo sur les influences historiques pour les designs des démons de Doom, c'est... Enfin, là, on est au stade où, en fait, c'est pas qu'on a un créateur de contenu qui se dit a posteriori « il faut que je monétise ma vidéo ». Quand je dis monétise, c'est il faut que j'ai une sponsor en plus de la monétisation classique YouTube Ads. Non, non, là, le créateur se dit je vais avoir une sponsor avec tel sponsor, en l'occurrence Bethesda qui a fait Doom. Comment est-ce que je peux créer du contenu qui permet d'intégrer la sponsor? Donc on a une inversion totale de la causalité en fait. Donc c'est vraiment très intéressant à regarder, quoi que vous pensiez du contenu Nota Bene, en fait c'est pas l'objet de cette vidéo de porter des jugements là-dessus. C'est pour ça, je le répète, divertissement, je l'emploie pas au sens péjoratif. On a à peu près tous besoin de se divertir, soit les temps passants. Voilà. Et Hugo Décrypte. Et ben Hugo Décrypte, il fait de l'actualité, mais c'est pareil. Pour monétiser ces vidéos, même si je crois que peut-être à un moment il a fait du merch, ou alors c'est parce qu'il a du merch de Micode en stock, quelque chose, quelque part. Une marque de merch de Micode qui n'a pas marché d'ailleurs. J'ai oublié le nom, mais c'est collector si vous en avez un. Hugo Décrypte, donc Hugo Travers de son vrai nom, mais je vais là encore parler de façon un peu interchangeable du créateur et de sa chaîne et de son écosystème de chaîne et de sa marque personnelle. Hugo Décrypte, c'est un jeune homme qui n'est plus si jeune, mais un petit jeune étudiant de Sciences Po absolument brillant qui décide de réinformer la jeunesse. Son modèle économique, c'est celui de tous les médias d'information qui ne sont pas payants, donc par opposition à Mediapart, qui, soit dit en passant, est un des médias d'actualité / information journalistique, un des médias les plus rentables de France. Extraordinaire succès business, Mediapart. Mais le modèle de 99% des médias, même les trucs que tu achètes dans une maison de la presse, je ne parle pas juste de dire les journaux gratuits, etc. Non, non. Même les journaux payants, il y a de la pub dedans. Alors je crois que Le Monde, édition papier, il n'y a peut-être pas de la publicité, ou alors c'est très très limité. Mais de mémoire, il me semble que même dans Le Monde diplomatique, qui est pourtant un journal de méga gauchiste, il y a de la publicité. Et alors si vous partez sur les magazines, genre Psychologie Magazine, Femmes Actuelles, etc., c'est la foire à la saucisse, il y a une publicité toutes les 2 ou 3 pages, quoi. Enfin, c'est vraiment de la lobotomie, alors que vous payez, quoi. Vous payez votre vue 10 balles, quoi. Donc vraiment, combien est-ce que ça vaudrait ou combien est-ce qu'il perdrait en chiffre d'affaires s'il n'y avait pas la publicité, quoi. Et bien Hugo Décrypte, comme tous ces médias d'information, je précise que je compte pas Femmes Actuelles comme un média d'information, bien sûr, mais Le Monde, Le Figaro, et ainsi de suite, comme tous les médias qui ne sont pas payants, et ça on va en parler dans la partie positionnement, mais vous le savez, sur YouTube, le contenu est gratuit, majoritairement, même si on a maintenant cette feature qui est la communauté payante hébergée au sein de YouTube, qui permet d'avoir des vidéos qui sont paywall. Bon, ça commence à se développer, mais de ce que je vois, moi, ça se développe surtout aux États-Unis, et souvent... je pense à certains Français qui le font, Français. En l'occurrence, c'est une Belge. Je pense à la chaîne Cléor qui le fait. Mais Cléor, en fait, elle fait des exclusivités temporaires. C'est-à-dire qu'elle sort une vidéo et genre pendant les 2 premiers jours ou la première semaine peut-être, c'est réservé aux gens qui sont des membres payants de sa communauté. Mais bon, à la fin, la vidéo va devenir publique. Aux States, je vois un peu plus de vidéos qui gardent des contenus vraiment paywall, définitivement paywall. Souvent, c'est des FAQ, c'est des vidéos coulisses, etc. Bon, bref. Mais, basiquement, le système majoritaire à 99,99% de YouTube, c'est que les vidéos sont gratuites. Donc, Hugo Décrypte, ces petits journaux, les actualités de la semaine, les actualités du jour, etc., c'est gratuit. Et ces longs formats, un peu plus interview, infotainment, comme on dit, info-ad même, parce que
c'est clairement des fois des placements de produits. Quand tu reçois Thomas Pesquet qui vient parler de son livre et que tu lui poses aucune question un peu sulfureuse sur l'impact écologique de la conquête spatiale, enfin, tu lui en poses une et puis il botte en touche et tu dis oui, tu passes à autre chose. Bon, voilà, c'est le... Je le répète, j'ai rien personnellement contre Hugo Travers. Au contraire, c'est un modèle de réussite entrepreneuriale française. Mais par contre, son contenu, parfois, c'est juste la brosse à reluire, quoi. Donc voilà, on peut aussi faire remarquer ça, sans s'en prendre à la personne. Hein. Critiquer un comportement ou un propos, c'est pas critiquer la personne. En l'occurrence, grosse réussite entrepreneuriale d'Hugo Travers, mais forcément, tout son contenu étant gratuit, et ben, il a besoin de la publicité native YouTube, donc les YouTube Ads, mais aussi les sponsors. Ce qui fait que même, en fait, un vulgarisateur scientifique, comme Nota Bene, ou un journaliste qui incarne même la relève, le mec qui a sauvé la France de la désinformation, parce que, petite info, en 2022-2023, l'âge moyen d'un spectateur qui regardait le journal télévisé de 20h de France 2, l'âge moyen d'un spectateur du JT du soir de France 2, c'était 63 ans. Juste au cas où, j'insiste, c'est l'âge moyen. D'accord ? C'est pas l'âge des plus vieux spectateurs. D'accord ? Donc en France, vous avez littéralement vous aviez un énorme problème des médias institutionnels classiques. Sur France 3, c'est pire. Sur France 3, je crois que c'est 65 ou un truc comme ça. Sur TF1, c'est peut-être un chouïa plus bas, mais c'est pas beaucoup mieux, quoi. En gros, les journaux d'information n'étaient plus consommés que par des quadras minimum, et surtout par des retraités de 60, 70, 80, 90 ans, ce qui explique beaucoup de choses d'ailleurs sur l'état de la France, mais passons, bref. Donc Hugo Décrypte, c'est le mec qui est arrivé, qui a dit « Eh mais attendez, les jeunes, ils sont pas devant la télé, c'est fini ce temps-là, ils sont sur Internet, ils sont sur YouTube, je vais faire le push d'adas d'Internet. » Et résultat, aujourd'hui, il a un écosystème entrepreneurial extraordinaire, il a un groupe média en fait, Hugo Travers, d'accord ? Il a sa chaîne principale, avec les formats plutôt courts, ou disons durée moyenne, il a les formats longs, un peu premium, qui servent à faire de l'info-ad, ou de l'infotainment. Il a son média Elan, sa plateforme pour l'emploi, etc., plus tous les Instagram et les TikTok qui vont derrière. Et donc, ils vendent des sponsors à des institutions, à des employeurs, et aussi, bien sûr, à des VPN à la con, etc. Donc, c'est pour ça que je mets dans le même sac tous ces gens, tous ces créateurs, qu'on pourrait appeler, par abus de langage, des pure players. Donc, pure player, normalement, vous savez ce que c'est. À la base, c'est un... Je vais mettre en majuscule. C'est plutôt un terme qui vient, en fait, qui oppose, par exemple, un business comme Amazon au commerce physique, d'accord ? Par opposition à ce qu'on appelle le brick and mortar, littéralement de la brique et du ciment. Je vais mettre des guillemets, tiens, c'est important parce qu'en fait, pure player, aujourd'hui, vous allez voir que plus un créateur monte dans la hiérarchie des chaînes YouTube, quand je dis qu'il monte, je fais référence à son nombre d'abonnés. Je fais référence à son succès, globalement, et à la rentabilité de son business. Quand vous êtes dans la vente de temps de cerveau, plus vous vous développez, plus au bout d'un moment, vous avez les moyens de vous diversifier. Donc par exemple, Squeezie, là, il a lancé une marque de boisson, un truc un peu comme du thé, je ne sais plus ce que c'est, mais bon. Il a même un partenariat avec la SNCF. Dans les TGV, le barista te dit « Ah oui, on a la boisson de Squeezie, n'hésitez pas, voilà, faites-vous plaisir. » Il y a eu bien sûr tous les épisodes de création de merch. Je parlais un peu plus tôt du merch de Micode. Amixem aussi, je crois, a fait du merch. Bon, le merch, les vêtements, basiquement, ça marche pas. On va faire très très simple. Je veux pas trop digresser, sinon la masterclass va durer 2h30. Mais bon, pour faire simple, tous les créateurs français, à ma connaissance, qui ont lancé du merch, se sont plantés. Aux States, c'est un peu plus modéré, déjà parce que le pouvoir d'achat moyen des Américains est largement supérieur au pouvoir d'achat français. Même chez les jeunes, parce que par définition, l'argent des jeunes, c'est l'argent de tes parents, mais si tes parents ils ont un pouvoir d'achat 2 fois supérieur à celui des parents français, ça se transpose aussi sur ton argent de poche. Il y a aussi la question de l'accès à la voiture, etc., et de l'usage du crédit, qui est très différent aux États-Unis. Et globalement aussi la taille des audiences. Tout simplement, les créateurs américains, même si dans le cas du merch, tu vas pas forcément shipper en Inde ou en Europe un sweat à capuche
qui est pensé pour ton marché américain, voilà, tu as quand même une audience plus large à la base. Je rappelle que les États-Unis, c'est à peu près 350 millions d'habitants. J'ai un doute exact sur le chiffre, mais on est en dessous de 400 et on est au-dessus de 300, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Bon. Donc, quand tu grossis, quand tu es dans la vente de ton cerveau, mais que tu grossis suffisamment, tu te diversifies. Les produits dérivés type merch, c'est un peu la tarte à la crème, parce que tout le monde en a fait et la plupart perdent de l'argent. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. Donc, par exemple, Squeezie, il a une boîte de prod. Du coup, concrètement, quand Squeezie est interviewé par Hugo Décrypte pour France 2, parce que Hugo Décrypte a vendu un format à France 2, d'accord, Hugo Décrypte a dit « Hey, vous voyez mes grandes interviews long format, là, un peu premium, je vous fais ça pour France 2, et comme ça, vous aurez Thomas Pesquet. » C'est stylé, hein. Et bien en fait, c'est Squeezie qui produit, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il a produit l'épisode où c'est lui, Squeezie, qui est invité. Je suis pas sûr qu'il ait produit toute la série d'Hugo Décrypte, mais en tout cas, il a produit son propre épisode. Donc, on a Squeezie qui est interviewé par Hugo Décrypte pour France 2. Hugo Décrypte, bien sûr, facture la presta et fait un deal avec France 2, donc il gagne de l'argent en exportant son contenu hors de YouTube. Squeezie est invité, ce qui va lui faire de la promo auprès des petites mamies, au cas où il faudrait encore malaxer les épaules un peu rigides du quadra et du quinca. Je dis ça, je suis quadra, hein, donc prenez pas ça comme de l'agisme, mais factuellement, la culture, la souplesse et l'ouverture à la nouveauté chez les quadras et les quinquas est moindre que l'ouverture à la nouveauté des gens qui ont 20 ans. Hein. En tout cas, on va dire qu'ils ne sont pas fermés aux mêmes choses. C'est peut-être ça qui est plus rigoureux comme formulation. Donc, ok, l'interview de Squeezie par Hugo Décrypte pour France 2 va faire connaître Squeezie, ou va en tout cas le légitimer, l'ancrer un peu plus dans la culture globale française auprès d'un public qui n'est pas forcément grand amateur de YouTube. Il n'y a qu'à voir les vues que fait Claire Chazal depuis qu'elle a créé sa chaîne, hein. À part une émission qui frôle les 200 000 vues avec Gad Elmaleh, sinon c'est du 16 000 vues. Pourtant, Claire Chazal, moi quand j'étais petit, c'était la présentatrice du 20h, en alternance avec le légendaire PPDA. Et voilà, c'était une institution. Et oui, mais Claire Chazal, du coup, les gens qui l'aiment, c'est des gens qui ont 70 ans. Bon, voilà, je dis ça comme ça, bien sûr, hein, au passage. Donc, Squeezie, avec son interview, il va gagner, on va dire, c'est une bonne opération de communication, mais c'est surtout que sa boîte de prod, elle a facturé la presta. Voilà. Et c'est un exemple, mais bien sûr, sa boîte de prod, elle a moult clients. Donc, après, Squeezie, apparemment, il semblerait que ce soit un assez bon gestionnaire et qu'il ait bien pensé ses investissements. Et quand je dis investissement, c'est pas juste est-ce qu'il a acheté de l'immobilier pour lui, c'est comment il se diversifie, comment il réinvestit l'argent de sa chaîne. Donc, je mets Pure Player entre... je vais faire des petites vagues comme ça. Ah non, j'étais pas sur le bon icône, excusez-moi. Hop, on va faire des petites vagues autour de Pure Player, qui est entre guillemets, parce que c'est évidemment relatif. Mais, enfin, ça tend à devenir relatif. Nota Bene aussi, d'ailleurs, je crois, a une espèce de boîte de prod qui facture des prestations en dehors de YouTube. Si j'ai bien compris, hein, à vérifier, mais il en parlait sur sa chaîne secondaire Nota Bonus. Donc en gros, plus vous êtes gros, plus vous pouvez vous diversifier, mais quand vous commencez votre chaîne, quand vous avez commencé, mais que vous êtes encore une petite chaîne qui fait 100 000 vues par vidéo, oui, parce que enfin, ça peut paraître beaucoup en France, mais par rapport aux États-Unis, 100 000 vues par vidéo, bon, c'est ok, quoi, c'est bien, c'est bien. On peut vivre avec une chaîne qui fait 100 000 vues par vidéo dans le divertissement, dans la vente de temps de cerveau. Mais de là à créer un deuxième business en parallèle, c'est un peu compliqué. Ça dépend à quelle fréquence vous sortez une vidéo qui fait 100 000 vues. Si c'est toutes les semaines, ça peut vite devenir intéressant, vous pouvez vite avoir le budget. Si c'est une fois par mois, bon, ça devient un peu plus compliqué. Ce qui va nous amener désormais à notre deuxième business, qui est, vous l'avez compris, vendre, on passera en bleu après, un produit, entre parenthèses, votre produit, d'accord? C'est parce que c'est notre produit, ok? Ça, c'est super important. On va bien sûr le mettre dans la bonne couleur. Voilà. Et comme je suis une personne un peu taquine, je vais arrêter de me tromper sur les icônes et souligner votre. Voilà, ça c'est important, d'accord? Très très important. Du coup, bah là, vous pouvez mettre... alors, je vais pas forcément vous donner beaucoup de noms de chaînes.
parce que selon votre affinité avec le monde de l'infopreneuriat, vous ne les connaissez pas forcément. On va quand même mettre Théophile Hélier, par exemple. Désolé, Théo, si tu vois cette vidéo et que tu vois que j'ai fait une faute sur ton nom de famille. On a Théophile Hélier. On a bien sûr mon ancien employeur Marketing Mania. Je ne ferai pas de commentaires sur ce que je pense du fondateur de la boîte. On a plus globalement tout ce qui est les coachs, les consultants, comme moi par exemple. Je mette un S aux consultants. Les sites e-commerce, d'accord ? Les commerces physiques. Et aussi tout ce qui est appli, SaaS ou startup. Hop. Voilà, d'accord ? Donc, c'est un business model complètement différent, même si on pourrait se dire, a priori, ces gens-là vendent aussi du temps de cerveau, parce que dans le cadre où ils utiliseraient YouTube pour vendre ces produits, il faut quand même qu'ils arrivent à capter l'attention du viewer. Et c'est effectivement une des grosses contraintes, et c'est pour ça que je vais parler après du positionnement dans la deuxième partie. Je vais être quand même un peu plus bref que je ne l'étais sur la partie divertissement, parce que c'était important pour moi de clarifier cette histoire de temps de cerveau. Et je vais juste faire ce que je vous ai dit, puisque je vous ai dit qu'on pouvait arriver sur ces deux business par deux chemins différents. Voilà. Et là, on est... Voilà, on va le mettre en noir. Hop. Et là, on va le mettre en jaune. Donc, vous avez une jolie matrice. Il n'y a pas de jaune. Il y a de l'orange. Ok, on va mettre de l'orange. J'adore l'orange. C'est une de mes couleurs préférées. Vous vous en foutez, mais j'essaie de rendre cette formation un peu vivante. Donc, on va rester en noir ici. On va faire des petits pointillés. Toc, toc, toc. Et en fait, les pointillés vont soit là, hop, soit là, hop. Et en fait, on va même faire la même chose en symétrie de l'autre côté. Putain, c'est vachement dur. Je vais dessiner comme ça parce que avec la souris, c'est vachement dur de partir en sens inverse. Hop. C'est quoi la différence entre les gens qui sont dans le petit point noir et les gens qui sont dans la zone orange ? Eh bien, en fait, c'est deux points de départ différents. Et pour dire les choses très simplement, ici, je ne sais pas si l'orange va bien ressortir, donc je vais garder du noir. Pardon. Hop. Ici, les gens ont déjà un positionnement. D'accord ? Putain, on peut pas avoir un truc un peu plus large là, c'est relou. Hop, merci. Positionnement OK. D'accord ? Hop. Putain, décidément, je vais pas y arriver. Hop. Positionnement OK de ce côté-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors évidemment, on est rarement dans le divertissement de ce côté-là, encore que des journaux qui vendent du temps de cerveau, je pense par exemple aux Échos, ont une chaîne YouTube. Donc, c'est des gens qui avaient un positionnement. On en parlera justement dans la partie 2 de c'est quoi le positionnement. Mais en fait, ils avaient déjà un positionnement. Par extension, ils avaient déjà un business model qui était de vendre du temps de cerveau avec un magazine papier, puis un site internet quand Internet est apparu. Et ensuite, ils ont créé une chaîne YouTube en se disant « Ok, c'est le bon plan ». Je ne rentre pas dans le détail de la stratégie YouTube des Échos parce que ça mériterait une vidéo à part entière. On va dire qu'il y a eu des hauts et des bas, mais que, bon, ils ont réussi à arriver à quelque part. Voilà. Si vous êtes un garagiste, d'accord, en fait, n'importe quel business qui marche déjà en dehors de YouTube, que ça soit 100% web, parce que vous êtes par exemple un site e-commerce, ou que vous soyez 100% analogique, même s'il est encore, c'est un peu comme le pure player, 100% analogique, ça n'existe plus vraiment en 2025. C'est-à-dire que même si vous êtes un garagiste, a priori, votre garage, il a un site internet. Bon. Mais en gros, si vous avez un business hors YouTube qui tourne déjà, c'est a priori que vous avez déjà trouvé votre positionnement. Point. Et donc de l'autre côté, décidément, hop, de l'autre côté, on a quoi ? On a
des gens qui n'ont pas de business. En tout cas, aucun business qui marche, d'accord? Peut-être c'est des gens qui vivotent. On va mettre comme ça, égal. Aucun positionnement, d'accord? C'est ça qui est important à retenir. Donc, dans cette masterclass, je me concentre plus sur les gens qui n'ont pas de positionnement défini, d'accord? Parce que il y a quand même des défis à relever quand vous avez déjà un business qui tourne et que vous voulez créer une chaîne YouTube pour faire de l'acquisition. Mais vous avez déjà une base de travail qui est nettement plus solide et normalement, en fait, vous savez ce qu'est un positionnement. Voilà. Et vous savez ce qu'est un business model, etc. Vous ne connaissez pas forcément les deux nuances du business model YouTube, mais voilà, bon, si vous avez un business qui tourne hors YouTube, vous avez déjà pas mal d'outils, etc. Et vous êtes moins en train de vous extasier sur la finesse de mon analyse, d'accord? Donc évidemment, je me concentre ici particulièrement sur les gens. Je vais vous faire un petit dessin, je vais vous dessiner un petit cœur, voilà, parce que je me concentre bien sûr sur les gens qui sont des débutants ou disons des faux débutants. Peut-être que vous aviez eu un business et que vous l'avez planté, peut-être que vous aviez eu un business et que vous l'avez revendu, mais que vous ne savez plus quoi faire, etc. Voilà. Donc, je pense normalement que là on est clair. Je vais regarder mes notes brièvement pour voir si j'ai oublié quelque chose. Je vais juste rajouter un dernier point avant de passer à la partie 2 sur le positionnement. C'est que aujourd'hui, en fait, YouTube, c'est ce qu'on appelle, encore déplacer la matrice, hein, décidément, putain, quel enfer, hop. C'est pour bientôt la matrice, ça arrive. Hop. Important à se rappeler. Par contre, le vert est très moche, je vais changer ça. YouTube égale plateforme totale. Au début des années 2000, il est apparu que ça devenait, ou que ça aurait été vraiment fou de ne pas avoir un site internet, d'accord? En 2020, dans les années 2020, ça devient apparent que ça serait vraiment bizarre de ne pas avoir de chaîne YouTube. À quelques exceptions près. Moi, par exemple, je vous le dis en toute transparence, à l'heure actuelle, je fais beaucoup plus d'acquisition clients via LinkedIn que via YouTube. Bon, c'est aussi parce que je suis assez peu actif sur YouTube, parce que je suis occupé à travailler sur les chaînes de mes clients. Donc forcément, quand je passe 2 semaines sur un script, durant mon week-end, j'ai pas forcément envie de travailler sur une vidéo pour ma chaîne, en fait. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de vidéos qui sortent sur ma chaîne. Mais à part si... on pourrait faire que l'argument du site web, en fait, c'est un truc qui devient un peu contre-productif. C'est-à-dire, en 2005, tout le monde devait avoir un site web, et si vous n'avez pas de site web, c'est bizarre. Mais pensez que juste parce que vous avez un site web, ça va faire réussir votre business, ça va vous apporter un max d'acquisition, c'est complètement delusional, en fait. Parce que, comme ça devient juste la norme d'avoir un site internet, ça ne garantit plus rien de spécial. Voilà, je le précise... Parce que je pense que YouTube va connaître le même destin. Je pense que YouTube, en fait, aujourd'hui, c'est incontournable pour 98% des business, sauf ceux qui sont vraiment dans un type de B2B très particulier. C'est-à-dire que, est-ce qu'on imagine que Publicis, l'agence de publicité, qui est publicité, communication, marketing, qui est une des plus importantes du monde, aurait spécialement besoin d'avoir une chaîne YouTube? Alors, ça se trouve, ils en ont déjà une, mais je précise qu'en fait, elle est probablement pas très active et surtout, le contenu qu'il y a dessus est probablement très corporate. Désolé pour les petits bruits de bouteilles qui ferment. On va regarder ça d'ailleurs. Est-ce que Publicis a une chaîne YouTube?
Ah non, on a une interview du dirigeant, Maurice Lévy, que je connaissais pas. Il faudrait que j'écoute ça. Voilà, on a des recos divers et variés, pardon. Mais voilà, si je fais un petit filtre, je veux ma chaîne. Ok, on a une chaîne Publicis France qui a 453 000 abonnés. On a une chaîne Publicis Group qui a 19 000 abonnés. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, clairement, ils font visiblement de la merde, puisque vous voyez, c'est des vidéos d'1 minute. Ça doit être basiquement de la pub ou des spots de présentation. Bon, il y a une petite... voilà, une vidéo d'1 heure qui ressemble à une conférence à la con, puisque c'est dévoiler le futur de l'IA chez Publicis Group. 63 000 vues. Voilà, donc basiquement, c'est une chaîne... c'est des spots de pub. Enfin, c'est pas du tout du contenu natif YouTube. Voilà. Notez d'ailleurs que certaines choses ont mal vieilli, puisqu'on voit quand même que Publicis nommait son Chief Officer, je sais pas comment tu le traduirais, mais son directeur général Metaverse. Voilà, c'était il y a 3 ans. Ça a mal vieilli. Et je dis ça, moi je suis à fond sur le Metaverse. Je trouve ça très très bien. Mais voilà. Donc, un exemple où Publicis, c'est basiquement, je crois, le premier chiffre d'affaires mondial dans les agences de pub, stratégie, communication, relations publiques. Je fais un gros package. Ils font du marketing et de la com pour des pays, des fois, carrément. Pour des gros groupes industriels. Enfin, allez voir Publicis sur Wikipédia, vous allez me remercier du voyage. Bon, bah, visiblement, c'est pas leur chaîne YouTube qui leur fait de l'acquisition client, et ils en ont clairement pas besoin. Donc attention quand même à la démagogie, là encore, de certains vendeurs de rêves qui vous disent tu dois absolument être sur YouTube. Si tu es sur Publicis, enfin, tu dois. Oui, visiblement, Publicis a créé une chaîne YouTube, quoi. Mais c'est clairement pas ça qui leur apporte des clients, quoi. Ou alors, de façon infinitésimale, et en fait, c'est des vidéos qui vont plutôt être partagées en interne pour dire « Ah, regardez, on a créé cette vidéo. » ou... Voilà, c'est anecdotique, en fait. Néanmoins, et c'est parfait pour transitionner sur la notion de positionnement, je vous disais, YouTube est une plateforme totale. Qu'est-ce que ça veut dire, une plateforme totale? Ça veut dire qu'en fait, sur YouTube, aujourd'hui, en 2025, vous avez tous les formats, tous les styles, c'est-à-dire tous les styles, si vous préférez, toutes les vibes, quoi, toutes les ambiances, corporate, pas corporate, pour vendre, pour se distraire. Vous avez les 2 business models que je vous ai montrés, etc. Sur tous les supports, très important. Aujourd'hui, YouTube est regardé du téléphone portable à la télé connectée écran géant. Et bien sûr, sur tous les écrans qui sont au milieu, c'est-à-dire les tablettes, les laptops et les gros écrans de PC desktop. Voilà. Donc, tous les formats. C'est-à-dire du court, du long, du vertical, du horizontal, du panoramique, du 360. C'est assez rare, mais il y en a quand même qui le font. Donc 360, immersif, machin. Dans tous les styles. C'est-à-dire relax, corporate, sérieux, costume, t-shirt, vlog, vidéo scriptée, etc. Donc vraiment tous les styles, sur tous les supports, c'est-à-dire sur tous les appareils. Donc en fait, vous avez tous les contenus. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui sur YouTube des podcasts filmés de plusieurs heures. Joe Rogan, c'est 3, 4, 5 heures. En tout cas, c'était le cas à une époque. Je ne sais pas s'il a continué dans cette voie-là. Mais voilà, vous avez des podcasts de 4 heures régulièrement, en particulier dans la sphère anglophone, filmés. Vous avez des podcasts non filmés. Alors en français, les podcasts filmés, je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien appeler ça des talk-shows. C'est un talk-show. Oui, c'est un podcast, quoi. Ok. Jocarise, je t'aime beaucoup, mais ton talk-show, c'est un podcast, en fait. D'accord. Donc, vous avez du podcast filmé et du podcast non filmé. Vous avez des clips de musique. Vous avez des shorts verticaux à la con. Vous avez des vidéos-essais de 45 minutes ultra-gauchistes. Vous avez tous les militants d'extrême droite qui ont des chaînes. Vous avez tous les militants d'extrême gauche qui ont des chaînes. Vous avez de plus en plus des médias officiels qui ont des chaînes et surtout qui se mettent à faire du contenu un peu adapté à YouTube. Parce que si vous regardez la chaîne des Échos, elle a été créée, je pense, il y a facilement 10 ans. D'accord? Je le fais en direct. Ça vous change un peu de mon... Voilà, les Échos, si on regarde, Accord monte la première vidéo qu'ils ont sortie, ou qui est encore en ligne en tout cas, c'était il y a 12 ans. Voilà.
mais c'était des trucs avec un éclairage dégueulasse. Je suis pas très bien placé pour parler d'éclairage dégueulasse, mais maintenant, ils ont un standing de miniature qui est encore largement améliorable, notamment au niveau de leurs titres qui sont... Ils sont en train de s'améliorer. Mais voilà, c'est coloré, ça attire l'œil. Quand vous cliquez, vous avez une personne face caméra. Évidemment, je suis tombé sur la vidéo où le journaliste n'apparaît pas face caméra. Merci d'être venu. C'est pas de bol. Mais voilà, ils ont adopté un format. Donc voilà, si je prends l'Aerox, vous allez avoir le journaliste qui est face caméra avec son petit décor de youtubeur, son éclairage, voilà, ses petits néons, etc. Vous avez tout ça aujourd'hui sur YouTube. Les médias institutionnels, les trucs amateurs, les militants politiques qui tournent de leur chambre, les militants politiques qui tournent dans des studios de télé, d'accord? Parce que là encore, il y a plusieurs niveaux, plusieurs standings de militants politiques. Des journalistes qui travaillaient dans des médias et qui deviennent indépendants. Donc, par exemple, Charles Villa, qui travaillait chez Brut, maintenant il a sa chaîne YouTube. Élise Lucet, alors elle, c'est même pas une journaliste, c'est une productrice de télé, qui est connue comme étant une journaliste d'investigation, qui connaît pas grand-chose à ce dont elle parle, mais que les Français adorent, parce que les Français adorent la démagogie. Voilà, vous avez des journalistes, des gens qui viennent de la télé ou de la radio, qui ont des chaînes YouTube. Vous avez de la radio filmée, d'ailleurs. France Inter, Europe 1, etc. Toutes les radios, maintenant, filment leurs émissions et les mettent sur YouTube. Donc, YouTube, c'est la plateforme totale, absolue, sans équivalence, en fait. Voilà, je connais pas de concurrence, sincèrement, même si vous allez me dire, ouais, TikTok, ils ont pris des parts de marché, etc. Et c'est vrai que TikTok a fait très peur à YouTube. C'est beaucoup moins le cas maintenant. On a maintenant Spotify qui devient un petit peu la nouvelle némésis de YouTube, parce que Spotify a senti qu'ils étaient à l'étroit sur leur approche 100% audio. Et donc, maintenant, Spotify essaie de récupérer des YouTubeurs ou des podcasts filmés pour avoir un catalogue en fait vidéo et peut-être pour prendre des parts de marché à YouTube. Je suis pas super bullish sur l'avenir de Spotify en fait. Voilà, c'est pas dans le débat, mais c'est peut-être en tout cas le concurrent le plus sérieux sur la vidéo web. Très important cette précision, parce que quand je dis vidéo web, il faut savoir que YouTube est en concurrence avec toute plateforme de contenu qui se bat pour votre attention. YouTube est certes en concurrence avec TikTok, mais en fait, YouTube est aussi en concurrence avec Netflix, avec, je sais pas moi, les plateformes de VOD télé hors YouTube. Donc, si vous allez sur Arte VOD, YouTube est en concurrence avec Arte VOD, même si techniquement Arte poste aussi, Arte, genre ils ont 15 chaînes YouTube différentes, donc bon, c'est une concurrence un peu limitée. Mais YouTube est en concurrence avec Fortnite, avec Minecraft, avec League of Legends, même si bien sûr il y a des tas de YouTubeurs qui ont construit leur carrière en parlant de League of Legends sur YouTube, voire en faisant des lives YouTube, plutôt que des lives Twitch, pour parler de League of Legends. Mais le joueur qui ne crée pas de contenu et qui est juste en train de jouer à League of Legends, ou de regarder un créateur sur Twitch, bah, il n'est pas sur YouTube. D'accord ? Je crois que c'est le fondateur et CEO de Netflix qui avait dit « L'ennemi de Netflix, c'est votre sommeil ». Bah, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que toutes ces plateformes sont en compétition pour votre attention, et votre temps d'attention, il est limité parce que normalement, vous avez un travail qui vous prend plusieurs heures par jour et qui fait que, à moins de faire partie de ces gens qui peuvent écouter un truc, donc par exemple, si vous êtes aux espaces verts, moi je les vois souvent à Paris, les mecs qui font les poubelles, bah, en fait, ils écoutent un petit podcast ou la radio, ou ils sont au téléphone avec de la famille, avec leur écouteur, j'ai plus le terme, mais avec leur Buds Apple, ou probablement pas Apple d'ailleurs. Mais en fait, à part quand vous faites ce type de métier, le seul moment où vous pouvez consommer du contenu, c'est votre temps libre, votre temps de loisir. Et du coup, entre le moment où votre temps de loisir, il est consacré à aller faire les courses, et si vous êtes comme moi, vous écoutez un podcast dans le supermarché, à rigueur, mais vous n'allez pas regarder une vidéo YouTube, quoi. Bref, toutes les plateformes de contenu, au sens large, sont en concurrence et concourent entre elles pour capter votre attention. Néanmoins, je suis super bullish sur YouTube
Bon, déjà parce qu'il y a Google derrière et que je pense que Google va sortir très très gagnant de la bulle de l'IA. Et voilà. Je dis pas que Spotify va pas se faire une petite part intéressante, mais pour des raisons qui mériteraient là encore une vidéo à part entière, je pense pas que Spotify va vraiment mettre YouTube en difficulté. Il faudrait un gros retournement de situation, un gros plot twist, et pourquoi pas, hein. Ça peut arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai beaucoup parlé, ça va nous amener à la partie 2 de cette masterclass, qui est aussi le cœur, à savoir le mutafucking positionnement. Hop, le positionnement. Donc, en vrai, c'est quoi le positionnement ? Je vais aller à l'essentiel, parce que j'avais prévu de vous parler en fait, du product market fit, mais je vais en parler de façon comment dire, un peu spontanée. Et encore, je descends ça, hop, je vous garde la surprise pour la fin. On va bouger ça, que ça soit un peu cadré, un peu centré. Le positionnement. Positionnement, c'est A, B, C, D, et moi je vais même rajouter E en vérité, d'accord ? A, B, C, D, E, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, le positionnement, c'est vendre un produit. Et vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, ou inquiétez-vous, si vous voulez, mais ce que je vais vous expliquer sur le positionnement marche pour les deux business models. Je le montre une dernière fois. Pure player pure player entre guillemets, vendre du temps de cerveau, d'accord, ou vendre un produit qui est votre produit, pas le produit d'un autre. Parce que vous pouvez me dire, attention, quand un créateur fait une publicité pour qu'est-ce qu'il y a comme truc à la con physique, un peu pour les bijoux en bois, là, j'ai plus la marque, mais ils ont fait pas mal de pubs aussi. Vous faites de la publicité pour cette marque française de bijoux en bois, vous vendez un produit. Oui, mais en fait, vous vendez le produit de quelqu'un d'autre. Donc, ce que vous vendez, votre client, en fait, c'est le fabricant du produit en question, à qui vous vendez le temps de cerveau de votre audience. Voilà. Bonne dernière fois pour que ce soit clair. Donc, c'est pas un produit, c'est quel produit. D'accord ? Les majuscules sont quand même vachement plus jolies avec cette police. Enfin, je regarde si on peut la changer. Voilà. Quel produit ? À qui ? Ok ? Je vais le faire comme ça me stresse trop de ne pas avoir l'accent sur le A. J'ai des troubles obsessionnels compulsifs. Ah, désolé. Donc, un positionnement, et là je le dis hors général, hors YouTube. Après, on va voir la version adaptée à YouTube. Un produit, c'est quel produit je vends ? À qui ? Pour quel prix ? Via quel canal ? Via quel canal d'acquisition ? D'accord ? Oui, je tape très mal, surtout que en fait, j'ai deux ordinateurs. Et il y en a un, je n'ai jamais réussi à me faire. Je crois qu'il y a une faute d'orthographe, je ne suis pas sûr de mon coup. J'ai jamais réussi à me faire au clavier du deuxième, alors qu'il est plus agréable. C'est très bizarre. Clavier mécanique dans un cas, enfin bref, vous vous en foutez de ma vie. Hein. Via quel canal d'acquisition ? Et je dirais sur ou par quel canal de distribution. Super important. Enfin, ça sera un peu moins important pour la partie vraiment propre à YouTube. Voilà. Un positionnement, c'est juste ça. C'est quel produit vous vendez ? À qui ? Pour quel prix ? Via quel canal d'acquisition ? Et sur quel canal de distribution ou par quel canal de distribution. Donc je vais vous donner un exemple et on va l'écrire en bleu l'exemple parce que je crois que c'est un peu leur couleur. Donc exemple très simple, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va le faire comme ça. Hop, on va le faire. Je vais même l'écrire à la main. Ça va être très moche, mais ça me fait plaisir. Hop, exemple. Toc toc, toc toc. Picard. Et ouais, Picard surgelé. Vous l'aviez pas venir, hein ?
Et ben en fait, voilà, je vais finir à la main parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je me suis demandé quel était le meilleur exemple à vous offrir pour cette masterclass, et en fait je pense que c'est pas mal. Par contre je pense en fait que mon écriture est vraiment trop horrible. Hop. Donc je vais mettre Picard surgelé. Quand je vous dis que j'ai des troubles obsessionnels, c'est vraiment pas une manière de parler en fait, hein. C'est sérieux. Et là je crois qu'on peut sélectionner. Est-ce que je peux couper? Non, je peux pas couper. Comme ça. Hop, ça me fait mal aux yeux, c'est trop moche. Voilà. Donc, exemple. Picard surgelé. Picard surgelé. On va faire l'exercice. D'accord? Toujours un petit peu de couleur bleue, c'est sympa. Donc, Picard surgelé, ils vendent quel produit? Ils vendent des surgelés. Ok, c'est dans le nom. Ça, on est ok. D'accord? Ils vendent à qui? Eh bien, ils vendent à des gens qui n'ont pas le temps de cuisiner. Qui n'ont pas le temps ou qui veulent économiser du temps. D'accord? C'est un peu gros. Hop, on va le remettre comme ça. Donc ils vendent quoi? J'ai dit des surgelés. Je le note quand même. Ah, bah, c'est dans le terme. Donc normalement c'est bon pour vous. D'accord? Ils vendent des... Décidément, je vais y arriver. Hop, voilà. Ils vendent des surgelés. Ok? Pour quel prix? Bah pour un prix qui en fait, on va dire poliment, qui n'est pas donné. Je précise en toute transparence, j'ai rien contre Picard surgelé, c'est une entreprise qui est aussi très intéressante à étudier en termes de succès, et j'ai travaillé pour eux pendant mes études. Deux années de suite, j'ai été vendeur. Pendant les fêtes de fin d'année, il faut savoir, petit fun fact business, il faut savoir que Picard fait une part énorme de son chiffre d'affaires pendant les fêtes de fin d'année. Parce que pour les réveillons de Noël et du jour de l'an, eh bien, les gens vont aller acheter des produits là-bas. Pour un prix, donc, disais-je, pour un prix, on va qualifier ça poliment de premium. Voilà. Donc, quand je le dis, c'est pas une critique, c'est ni une flatterie. Factuellement, rien que là, sans parler du point D et du point E, vous voyez qu'il y a une vibe, en fait, qui est que on sait très clairement ce qu'ils proposent. Des surgelés, d'accord? Ils proposent pas de produits frais. Bon, en fait, c'est comme le pure player YouTube. Évidemment, ils ont diversifié un petit peu leur offre. Ils vendent du vin, par exemple, d'accord? La dernière fois, en tout cas, que j'ai mis les pieds dans un Picard surgelé, il y avait des bouteilles d'alcool. Voilà, donc ça, c'est pas du surgelé, évidemment. Il y avait quelques trucs frais, frais, pas surgelés pour l'apéro, notamment des graisins, voilà, à côté des bouteilles. Mais on a bien compris que c'est dans le nom, un Picard surgelé vend des surgelés, et vous vous dites pas, je vais aller acheter mon vin chez Picard, en fait. C'est pensé pour être le petit achat impulsif. Vous avez fait les courses parce que samedi, il y a des amis qui viennent manger. Et à la caisse, vous vous dites, plutôt que de me galérer à aller chez Nicolas parce qu'il n'y a pas de place, il y a la queue, je sais pas quoi, machin, il y a 3-4 bouteilles de vin qui se battent en duel ou des petites bouteilles de bière qui se battent à la caisse de Picard, moi je vais prendre ça. C'est comme les chewing-gums à la caisse des supermarchés. Ok ? Voilà. Mais du coup, vous voyez déjà que là, on a une proposition de valeur qui est très claire. Pourquoi ? Parce que on sait très clairement ce qu'ils vendent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aussi à qui ils les vendent. Parce qu'en fait, quand j'ai dit, de façon un peu espiègle, ils les vendent aux gens qui n'ont pas le temps de cuisiner ou qui veulent économiser, c'est horrible, économiser du temps. En fait, j'ai le micro devant les mains en plus. En fait, ce qu'il faut entendre, c'est que ça veut dire qu'ils vendent CSP+. D'accord ? La cible des clients Picard, ce sont les CSP+.
parce que les prix, je le disais, sont entre guillemets premium. Un exemple très simple, j'ai regardé avant de lancer l'enregistrement, sur les pizzas, surgelées bien sûr, hein, je compare ce qui est comparable. En fait, on voit que quand vous regardez sur les hypermarchés, je ne vais pas citer de marque, mais un hypermarché, voilà, vous pensez à la marque la plus proche de chez vous, hypermarché ou supermarché, que ce soit une marque distributeur, donc un peu discount, ou une marque un peu premium, enfin, une marque qui fait de la pub à la télé, quoi. Donc par exemple Marie, et bien en fait, les pizzas Marie, elles sont 2 fois moins chères au kilo que les pizzas Picard. Et alors dans le cas des marques distributeurs, c'est quasiment 4-5 fois moins cher. Voilà. Mais globalement, les produits Picard sont souvent très bons. Il y a des petites particularités, genre tout ce qui est japonais, sushi et tout, ça passe assez mal. Ça survit quand même assez mal à la congélation, je trouve. Mais voilà, pizza Picard, c'est très bien, etc. Et donc c'est premium. Et en fait, ça fait sens que ce soit premium parce que, en fait, c'est ça qui fait que le positionnement est cohérent. Vous pourriez me dire, attends, quand j'achète ma pizza surgelée à l'hypermarché du bout de ma rue, donc imaginons que c'est un Auchan, je vais à Auchan, j'achète ma pizza de marque Auchan, je ne sais pas quelle est la marque distributeur à ce niveau-là, bah moi aussi, je suis une personne qui n'a pas le temps de cuisiner ou qui veut gagner du temps. Oui, mais tu n'es pas une CSP++, parce que c'est pour ça que tu vas aller prendre un truc distributeur, au lieu de passer chez Picard pour acheter un truc un peu fancy. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a que des CSP+, qui vont chez Picard. Pour des occasions, quand je vous dis qu'ils font le gros, une part énorme et vraiment une part déterminante de leur chiffre d'affaires pendant les fêtes de fin d'année, justement, c'est un moment où leur clientèle, elle s'élargit. Parce que pour aller chez Picard toutes les semaines, il faut quand même un certain budget. Mais par contre, pour y aller en période de fête, pour une grande occasion, bah là, c'est un peu plus accessible au bas de la classe moyenne, voire à certaines classes populaires. Dans la limite du capital culturel, mais je ne rentre pas dans le détail de ça, quoi. Donc, le prix, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le prix, il est connecté à, en fait, au client, d'accord ? On ne fait pas le même prix quand on vise une clientèle qui vit basiquement dans une cité dortoir, dans une banlieue coupe-gorge, d'accord, dans des grands ensembles, que quand on vise un cadre supérieur qui a son petit pavillon en banlieue parisienne. Ils n'ont pas le même pouvoir d'achat. Et certains n'ont pas envie de croiser les autres, là où en fait ils vont faire leurs courses. Même s'il y a toujours un recoupement. La France n'est pas non plus un pays complètement ségrégé, encore qu'il y a débat sur ce point. Donc, ce qui m'amène au point D, et surtout au point E, qui sera encore plus connecté à l'histoire du prix et de l'avatar client, d'accord ? Mais on va d'abord parler du canal d'acquisition. Le canal d'acquisition de Picard surgelé, c'est quoi ? C'est, en fait, j'ai envie de dire la publicité, quoi. En fait, il y en a plusieurs, mais publicité, parce que voilà, il faut bien parler de la vie, quoi. Je vais rajouter, au cas où c'est pas clair, en ligne. Mais évidemment, moi j'ai connu l'époque où Internet n'existait pas. Hein. Je vous ai dit que j'étais quadra. Donc c'est d'abord la publicité dans l'espace public, tout ce qui est panneaux d'affichage, etc. Les catalogues dans les boîtes aux lettres, puis ensuite la publicité en ligne qui se rajoute. D'accord ? Je ne rentre pas dans tous les détails de la pub, hein, je ne vais pas écrire à chaque fois. Quoique, hein, allez, boîte aux lettres. Hop, boîte aux lettres. Affichage public. Je dis public, c'est dans l'espace public, bien sûr. Hein, je ne crois pas que JC Deco, ça soit une marque privée. Mais surtout, plus, très important pour les commerces physiques, et c'est là que vous allez commencer à avoir des petites différences avec le positionnement adapté à YouTube, mais c'est bien de passer par la matrice du positionnement classique, parce que Internet, c'est quand même une invention un peu récente, d'accord ? Magasin. Je rappelle qu'on parle du canal d'acquisition. D'ailleurs, je vais le mettre en majuscule là encore. Hop. Qui est aussi le canal de distribution. Parce que où est-ce que tu achètes du Picard ? Tu l'achètes dans leur magasin. Plus, bien sûr, site, maintenant qu'on peut commander en ligne. Mais en fait, ça c'est très important, parce que il n'y a pas de produit Picard surgelé
dans un Carrefour, dans un Auchan, dans un Casino, dans un Géant, je crois que ça n'existe plus, dans un Spar, dans un Super U, et ainsi de suite. Les produits Picard surgelés ne se trouvent que chez Picard surgelés. Alors que la pizza surgelée Marie, vous l'avez à Auchan, vous l'avez à Carrefour, vous l'avez à Monoprix, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça aussi, en fait, le lieu de distribution, c'est une manière de se différencier. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais le positionnement, c'est aussi votre différenciation. On l'a vu avec le fait que Picard vend à des prix un peu plus élevés que les autres marques de surgelés, parce qu'ils visent une gamme de clientèle plus aisée, qui a donc un standing social un peu plus élevé, n'est-ce pas ? Le genre de clientèle dont les enfants peuvent faire HEC à Versailles, et ensuite créer une chaîne YouTube. Toute ressemblance avec une personne réelle est bien sûr tout à fait fortuite. Donc la stratégie de distribution, là, elle fonctionne, elle est complètement liée à ça. Parce que, vous allez me dire, il y a des marques de luxe dans les hypermarchés. Vous pouvez acheter des pâtes Decheco dans tous les hypermarchés de France, pas que chez Monoprix, qui se veut un petit peu le supermarché des Bourges, pardon, des gens un petit peu plus aisés, des hipsters, etc. Ok, Monoprix, quoi. Oui, Decheco, ça se veut un peu premium, mais on n'en trouve pas à Lidl. Mais parce que Lidl, ça serait un bon exemple aussi. Parce que Lidl a ses propres marques. Bon, bref. Mais voilà, les pâtes Decheco, vous les trouvez dans tous les hypermarchés, pourtant c'est premium. Oui. La différenciation de Decheco et le fait qu'on perçoit ça comme premium va quand même se faire par le prix, en grande partie. Et il y a le fait qu'on imagine mal, en tout cas en France, une boutique qui vendrait que des pâtes. Et surtout que des pâtes Decheco, quoi. C'est pas la Trinitaine, quoi, en fait. Vous avez bien sûr des épiciers italiens dans les quartiers un peu chics de Paris, etc. Et dans la plupart des grandes métropoles, normalement, vous avez facilement un traiteur italien, si ce n'est deux. Mais on ne va pas de Decheco ouvrir un magasin. Donc, la politique de Picard surgelé d'ouvrir un truc qui dit on va faire, en fait, on va être une espèce de supermarché, mais que du surgelé, et on n'aura que nos produits, et on va créer en fait un espèce d'univers parallèle. Donc c'est très fort en termes de différenciation. Voilà, je crois que normalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le positionnement hors YouTube. D'accord ? Oui, je vous disais, un dernier détail, un petit peu taquin, mais il faut dire les termes. Je vous disais, donc, canal de distribution, le magasin, et le magasin est aussi un canal d'acquisition, puisque dans le commerce physique, bien sûr, même si c'est pas pour rien que la plupart des marques achètent des tombereaux de publicité à la télé ou dans l'espace public, etc. Genre, je pense qu'un des usual suspects les plus connus en termes de pub, c'est Coca-Cola. Et quand je dis pub, je compte aussi leurs sponsors. Genre quand ils font sponsor officiel de la Coupe du Monde de foot, au secours, voilà, tu vois Coca partout. Mais bien sûr que le fait d'être présent, et c'est pour ça qu'en général, souvent, en fait, si vous écoutez, par exemple, si vous écoutez Oussama Ammar, il vous dira que c'est ABCD. Il vous dira, le positionnement, c'est vendre un produit, donc des surgelés, à des gens. Donc, à qui tu vends ton produit, à quel prix, et par quel canal. Et en fait, le fait de fusionner les deux, c'est assez lié justement au monde analogique. En fait, par exemple, Coca-Cola, la distribution, c'est un point où ils sont très forts. C'est-à-dire que tu vas au fin fond de la brousse africaine, le seul petit frigo qu'il y a, il y a du coca dedans. Voilà. Ils ont réussi à amener une bouteille de coca jusque-là, et donc c'est de la distribution, mais c'est aussi de l'acquisition. Parce que ça veut dire que toi, t'arrives, t'as soif, et la seule boisson rafraîchissante, gazeuse, enfin rafraîchissante, j'ai pas dit hydratante, d'accord ? J'ai juste dit rafraîchissante, puisque je rappelle que le coca est bourré de sucre et que donc ça déshydrate du turfu. Mais la seule boisson rafraîchissante qu'il y a sur place, c'est le coca. Donc le lieu de distribution sert aussi d'acquisition. Et donc, dans le cas de Picard surgelé, en fait, le magasin, l'emplacement, donc là, le D, je rappelle, c'est l'acquisition. Donc le magasin en tant que lieu d'acquisition est lié au prix et à l'avatar. Donc l'avatar, c'est votre client imaginaire, idéal, diraient certains. Pourquoi ? Parce que, en fait, il n'y a pas de boutique Picard surgelé dans certains quartiers où la population est notoirement pauvre.
attention, j'ai pas dit il n'y a pas de Picard surgelé en banlieue. En vérité, le maillage du territoire est très très bien. En tout cas, je parle pour la région parisienne, qui est ce que je connais. Le maillage du territoire est assez dense en termes de Picard surgelé. Et vous pouvez avoir des Picards qui sont sur des zones qui sont un peu hybrides, de la banlieue gentrifiée, etc. Il me semble par exemple que, enfin, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails précis, peu importe, parce que je m'adresse à tous les francophones, donc en tout cas tous les francophones qui vivent, on va dire, en Europe. Donc évidemment, vous en foutez de savoir qu'il y a un Picard surgelé à Villejuif, quoi, basiquement, parce que vous ne savez pas forcément ce que Villejuif, ça veut dire en termes de population. Mais en gros, Picard va se mettre sur des endroits où on estime que le trafic humain, même s'il est divers en termes de CSP, est quand même, l'endroit est quand même connoté comme safe, avec des classes supérieures, peut-être des transports à proximité, etc. Voilà. Normalement, il n'y a pas un Picard surgelé en bas d'une barre d'immeuble au Mureau ou au Tarteret. Parce que c'est juste par accord avec la cible de Picard surgelé. Et en même temps, c'est lié au prix, parce que le prix il est bien sûr à la cible, mais aussi parce que le fait d'avoir ton propre magasin, bah, ça veut dire que ça coûte cher. Picard surgelé aurait pu dire on lance une gamme de surgelés qui porte ce nom-là, on fait plein de publicités de télé, et on négocie avec les hypermarchés classiques pour que nos produits soient chez eux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc maintenant, ça nous amène à YouTube, et vous allez voir qu'on va devoir faire quelques petits ajustements, notamment sur les points D et E, mais en fait pas tant que ça. Donc A, B, C, D, E. Normalement, positionnement sur le monde hors YouTube, qu'est-ce que vous vendez? C'est votre produit. Là, et je le répète encore une fois, parce que c'est important, ce que je vous enseigne sur le positionnement, c'est valable pour les deux business models. C'est valable pour si vous voulez vendre du temps de cerveau, et c'est valable si vous voulez vendre votre propre produit. D'accord? Là, on parle du positionnement de votre chaîne. D'accord? Je vais mettre en rouge, puisque YouTube, le couleur officielle, c'est rouge. Positionnement adapté à YouTube, comme disent nos amis québécois. Donc, je vais reboire un petit verre d'eau, parce que je suis en train de mourir, enfin surtout ma gorge est en train de décéder. Donc, dans un monde hors YouTube, votre entreprise, son positionnement, le point A, c'est qu'est-ce qu'elle vend. Pour votre chaîne YouTube, le positionnement, c'est quel est votre contenu. D'accord? Vous ne vendez pas votre contenu, bien sûr, mais c'est quel contenu. D'accord? Donc ça implique de se poser la question du business model. Est-ce que je fais du contenu divertissant ou éducatif? Quand je dis éducatif, c'est j'éduque les gens pour qu'ils achètent mon produit. Donc c'était un peu misleading, donc je reformule. Est-ce que je fais du contenu qui est destiné à vendre du temps de cerveau, ou est-ce que je fais du contenu qui est destiné à vendre mon produit? Ça, c'est la première grande manière de traiter A. On peut aussi dire A égale, donc c'est petit, on va l'appeler A'. Il faut que je trouve, hop, on va l'appeler A' égale quel format? D'accord? Du court, du long, du fun, du sérieux, du triste, du très très léché avec un énorme budget sur la production, etc. D'accord? Quel contenu vous allez faire? Et en fait, c'est une question qui paraît simple, parce que bah, YouTube, c'est YouTube, mais je vous l'ai dit, YouTube, c'est une plateforme totale. D'accord? Donc, en fait, le problème de YouTube, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le respect de la loi, je veux dire. Donc, on va tout passer en rouge, peut-être, c'est plus simple. Voilà, quel contenu. B, ça change pas, c'est à qui. Donc, à qui est destiné ce format? D'accord? À qui? On va le mettre en majuscule. Qui? À qui est destiné ce format?
Je vous donne un exemple. Là encore, je vais partir d'un truc hors YouTube et on va le transposer. Vous êtes coach sportif. Il me semble qu'en France, il y a un seul diplôme de coach sportif. Sinon, après, c'est des choses différentes. C'est un diplôme de kinésithérapeute, par exemple. Même si on peut passer des petits modules spéciaux kiné du sport. C'est comme médecin versus médecin du sport. Bon, c'est quand même un médecin généraliste, en fait. Donc, le coach sportif, qui n'est pas un soignant, qui est quelqu'un qui vous accompagne si vous allez à la salle, quelqu'un qui vous donne un programme d'entraînement, et ainsi de suite. Le coach sportif, vu qu'il n'y a qu'un seul diplôme d'État en France, il peut logiquement et légalement coacher n'importe qui. Voilà. Il peut coacher une femme enceinte qui veut quand même continuer à faire un petit peu d'exercice jusque, je sais pas, c'est quoi la limite sanitaire, quoi. Si c'est le 8e mois, il faut arrêter de bouger trop et tout, mais faut pas courir, quoi. Voilà. Mais une femme enceinte, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, une personne retraitée, qui est un peu usée par la vie, par l'âge, et qui a besoin de garder la forme. Une personne retraitée, ancien sportif, qui veut garder son niveau ou se remettre en forme. Un jeune de 24 ans qui est à son top génétique. Un trentenaire, un quadra, un cinquantenaire, quelqu'un qui passe ses journées sur le bureau, assis. Quelqu'un qui travaille debout toute la journée, quelqu'un qui est dans le BTP et qui est dans toutes les positions possibles et qui fait du port de charge lourde. Voilà, un coach sportif en France peut coacher tous ces gens et tous ceux auxquels j'ai pas pensé. Et puis il peut vous coacher sur de la muscu, sur de la course à pied, probablement sur. Alors ça compense surtout la muscu parce que après ça devient un coach. T'es coach de tennis, coach d'aviron, t'es pas coach de muscu. Voilà. Mais bon, du coup, ça veut dire aussi que tu peux être justement coach de tennis plutôt que coach de muscu / remise en forme. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que là, à qui est destiné le produit qui est du coaching et par extension, à qui sera destiné le contenu YouTube. En fait, c'est une question super importante parce qu'une femme enceinte de 2 mois qui veut continuer à faire un peu de sport, je suis mal à l'aise avec cet exemple de la femme enceinte, donc on va faire plus simple, on va faire la jeune maman qui a accouché, et donc qui a pris 20 kilos pendant sa grossesse et qui veut les perdre. Ok ? Coacher une femme jeune maman, c'est pas comme coacher un papy de 60 ans qui fait sa crise du milieu de vie un peu tard et qui veut perdre du poids et sculpter ses muscles et tout. Coacher un jeune de 25 ans qui s'est mis en tête de faire un trail, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, en fonction de à qui se destine votre produit, en fait, c'est littéralement pas le même produit. Même si vous dites, moi, mon produit, c'est le coaching sportif. Oui, mais ça n'a rien à voir, en fait. En fonction de qui est votre client, donc je vais faire une magnifique... j'ai pas cliqué correctement, hop. Voilà, on va aller là. C'est lié, en fait. Quel contenu, à qui ? Vous voyez bien qu'il y a une interaction, en fait. Vous ne faites pas le même contenu si vous êtes un coach sportif qui se dit, ça y est, je crée ma chaîne YouTube. Un peu tard, parce qu'il y en a déjà beaucoup dessus. Je ne vais pas rentrer dans la digression sur Océan Bleu, Océan Rouge, mais voilà, vous chercherez sur Google, vous chercherez sur Perplexity, et si vous ne connaissez pas Perplexity, vous chercherez sur Google qu'est-ce que Perplexity, et puis vous irez utiliser Perplexity. Demandez quelle est la différence en business entre un océan bleu et un océan rouge. Bon, aujourd'hui, YouTube, c'est plutôt un océan rouge. Donc il y a déjà beaucoup de coachs sportifs dessus, mais quand vous dites, ok, mais attends, je veux vendre quoi à qui ? Évidemment, si vous coachez des jeunes mamans qui veulent perdre du poids, vous n'allez pas faire les mêmes vidéos que si vous voulez coacher des jeunes qui se mettent à l'ultra trail. Parce que c'est juste pas le même sujet, déjà. Sur perdre du poids en général, et en particulier perdre du poids après une grossesse, et faire de l'ultra trail, c'est pas du tout les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux physiques. Et ensuite, il y a un problème d'identification, ou disons de confiance, ou disons de relation parasociale. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre une prestation à des jeunes mamans si vous êtes un homme. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas vendre du coaching pour l'ultra trail à des jeunes hommes.
Encore que dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Ça va être un peu choquant peut-être pour certaines personnes ce que je vais dire, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui sur YouTube, un homme est regardé par des hommes et des femmes, avec plus ou moins d'hommes selon le sujet, la niche, etc. Si vous avez une chaîne sur les cryptos, bon, votre audience sera majoritairement masculine, voilà, c'est comme ça. Sur le jeu vidéo, c'est un peu plus nuancé, mais bon, voilà. Moi, par exemple, sur ma chaîne, en ce moment, l'audience, c'est plus de 90% de garçons. Voilà. Et il y a peut-être, je sais pas, 0,5% de personnes non binaires, quoi. Mais clairement, c'est pas les femmes qui sont majoritaires, de très très loin. Donc, globalement, quand vous êtes un homme, vous avez accès à une partie du public féminin, mais quand vous êtes une femme, c'est rarissime que vous ayez beaucoup d'hommes dans votre audience. Et parfois, c'est des hommes que vous aimeriez pas trop avoir, d'ailleurs, on va pas se mentir. Parce qu'il y a un principe d'identification, voilà, c'est de la psychologie humaine, mais bon, on va faire simple, parce que là, je veux me focaliser sur cette question de positionnement. Quand je fais cette précision de attention, vous pouvez très bien être un homme coach sportif qui vend du contenu pour les femmes qui veulent maigrir. C'est pour bien préciser que quand je vous dis attention, le à qui est destiné le contenu influence le quel est le contenu justement. C'est pas une question de barrière de genre, même si j'ai fait une petite digression pour vous dire qu'il y avait quand même des choses qui se jouaient à ce niveau-là sur YouTube. Quand je dis ça, c'est juste que c'est une question de psychologie pratique, appliquée, c'est la psychologie de votre viewer, et c'est la psychologie de votre client. Si moi, je veux me préparer à l'Ultra Trail, j'en ai rien à vous foutre de voir une vidéo qui dit comment perdre 1 kg par semaine après la grossesse. Peut-être que si la vidéo s'appelait juste comment perdre 1 kg par semaine pendant 3 mois, et que je me disais que pour courir le trail, j'étais un peu trop lourd, je cliquerais sur le truc. Sauf que, évidemment, il n'y a pas que le titre, il y a la miniature. Donc si je vois une miniature de type avant-après, et que sur l'image, c'est une femme qui est visiblement enceinte à gauche, et puis qui est maigre à droite, je vais me dire, bah moi je suis un mec et je prépare un trail, donc ça n'a pas l'air trop lié en fait. Alors que si sur la miniature, je vois quelqu'un qui court, on peut garder le titre. Comment perdre 1 kg par semaine pendant 3 mois? Ça fait 12 kilos, c'est beaucoup. Si la photo, enfin la miniature, montre la photo de quelqu'un qui est en train de courir dans la forêt, que mon cerveau identifie que ça parle a priori de course à pied, et en plus de course dans un milieu naturel, donc peut-être que ça parle de trail. Bon, peut-être pas d'ultra trail, mais au moins ça parle de trail, là je vais cliquer. Donc vous voyez que le contenu est influencé par le destinataire du contenu. C'est ce que je dis, en fait, c'est assez simple, hein, mais voilà. Ça paraît évident quand on se place du point de vue de... du point de vue de, en fait, de l'utilisateur, en fait. Voilà. Votre viewer, c'est un utilisateur et c'est aussi un acheteur. Donc, la question du prix. Normalement, sur YouTube, il n'y a pas de prix. Hein, à part le cas particulier des communautés payantes et tout, ça, on s'en fout. Donc, pour faire très simple, il n'y a pas de prix. Par contre, ce que vous pouvez vous demander, c'est, pour pas laisser le C sans rien mettre dedans, vous pouvez vous demander quels sont mes concurrents. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'on parle de positionnement, en fait. Donc, il y a un truc qui est intéressant, c'est... On a vu que sur les commerces hors YouTube, le prix, en fait, il avait aussi une connotation de valeur. Je vais reprendre mon exemple de la presse écrite, pour changer des surgelés, dont vous avez sûrement marre d'entendre parler. Un peu plus haut, je vous parlais du business de la vente de temps de cerveau, et je vous disais que c'était basiquement le fonctionnement de n'importe quel média d'information journalistique, à part Mediapart, parce que Mediapart est paywall. Bon, c'est tout à fait factuel ce que j'ai dit, mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les revues, donc je parlais des Échos, franchement, je ne sais pas combien coûte un exemplaire des Échos, parce que je crois que j'ai jamais acheté le journal en physique. Enfin, c'est pas un journal, c'est un magazine, parce que c'est tous les mois, je crois, un truc comme ça. Par contre, j'ai toujours été frappé, quand je mettais les pieds dans un kiosque, de voir le prix de la Harvard Business Review. Je crois, je vais vous dire une connerie, mais de mémoire, je crois que la Harvard Business Review, ça vaut 27 €. Je sais pas pourquoi j'ai ce prix en tête. Et encore, la dernière fois que j'en ai eu une entre les mains, c'était il y a quelques années. Donc peut-être que maintenant, c'est 30-35 €.
avec l'inflation, la botte de la démocratie qui écrase l'économie russe, tout ce genre de délire un peu bizarre. Disons 27 pour faire simple. Les Échos, ça vaut pas 27 euros. Vraiment, les Échos, ça vaut 10 euros, 12 euros. Ouais, 12 euros, voilà, quelque chose comme ça. Enfin, un magazine, et encore, je suis large, quoi. Je prends beaucoup en compte l'inflation, mais bon, on va dire qu'un magazine, c'est 9-10 euros, quoi. Voilà. Donc, la Harvard Business Review est basiquement 2 à 3 fois plus cher qu'un magazine. C'est aussi un magazine. Mais c'est la Harvard Business Review. Et c'est aussi vachement épais, ça c'est vrai. C'est plus épais que les magazines. Donc on peut dire juste c'est proportionnel en fait à la quantité de papier. Mais ça permet de dire, wesh les gars, on n'est pas juste un magazine qui parle d'économie ou de management ou je sais pas quoi. On est la Harvard Business Review. Donc puisque le prix est un moyen de se différencier dans la vraie vie, comme pour Picard Surgelé d'ailleurs, sur YouTube, ce qui va vous différencier, en fait, c'est pas le prix, puisque c'est gratuit pour tout le monde. Donc c'est très égalitaire de ce point de vue-là. Par contre, pour réfléchir à votre positionnement, vous pouvez vous dire, ok, mais c'est qui mes concurrents? En fait, si je suis un coach qui veut vendre un truc aux jeunes qui préparent l'Ultra Trail, que font mes concurrents? Et là, de façon contre-intuitive, il ne s'agit pas forcément de s'en distinguer, parce que, on va pas se mentir, sur YouTube, un truc qui marche beaucoup, c'est d'aller pomper les concurrents. Voilà, je le dis, ça peut paraître extrêmement cynique. En tant que viewer, je suis parfois extrêmement agacé de ça. Mais en tant que consultant en stratégie YouTube, qui est amené à, entre autres, écrire des scripts pour certaines chaînes, etc., la réalité, c'est que parfois, on me demande un script sur un sujet qui a déjà été traité par un concurrent. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire. Donc en fait, ici, le concurrent, je vais mettre un symbole un peu bizarre. Je vais mettre comme ça les petites vagues. Parce que vos concurrents sur YouTube, vous allez avoir un rapport très bizarre d'imitation et de différenciation. Ce que vous voulez, c'est comprendre ce qui a marché chez eux et qui pourrait marcher chez vous, mais c'est développer votre propre style. Voilà, donc rien à voir avec le prix, puisque c'est gratuit, mais c'est un moyen de vous différencier. Bon, ici, je passe à la suite, parce que donc vous vous dites quand même que le plus important pour le positionnement YouTube, c'est A et B. C'est quel contenu adapté à quelle personne. En fait, il y a un twist ici, c'est que DE, c'est pareil. Bah oui, parce qu'on l'a vu déjà qu'à l'époque du commerce physique, le magasin, de par sa présence dans l'espace public, c'était un moyen d'acquisition. C'était pas le seul, il y avait la publicité, etc. Mais c'est une blague, je crois, que j'ai entendue chez un prof d'école de commerce, qui était de dire, dans le commerce physique, il y a 3 trucs qui sont importants, c'est l'endroit physique et l'endroit physique. Bon, c'était vachement plus drôle quand le prof le disait, mais en fait, c'est ça le truc. Vous avez un boulanger qui est sur la place de la mairie de votre ville, pour peu qu'il y ait la cathédrale ou la basilique ou un truc un peu style monument à visiter, vous aurez tous les gens qui vont travailler à la mairie, tous les gens qui passent à la mairie pour aller faire leurs papiers, leurs machins, leur passeport, je sais pas quoi, et tous les touristes qui viennent visiter l'église qui passeront, donc ces 3 catégories de personnes passeront devant votre boulangerie. Si vous êtes dans une zone purement résidentielle où il n'y a pas de commerce et que vous êtes juste le commerce de proximité, vous aurez des clients parce que vous aurez les résidents de votre quartier, mais vous n'aurez pas les touristes qui viennent visiter l'église. Voilà. C'est pour ça que Louis Vuitton, les boutiques à Paris, elles sont sur le Pont-Neuf. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Paris, c'est sur la Seine et c'est dans le 1er arrondissement de Paris, c'est-à-dire c'est littéralement le centre. C'est le point névralgique de Paris, c'est à côté des Halles. Et sinon, c'est aux Champs-Élysées. Et il y en a un peu dans le Marais, qui est un quartier de méga hipster avec des grands magasins. Donc Galerie Lafayette. Non, pardon, c'est pas le même quartier. C'est le BHV qui est dans le Marais. Donc voilà, les 3 points de vente Louis Vuitton à Paris, c'est des lieux très touristiques, parce qu'on répète tout le temps que Paris c'est touristique, mais c'est pas toute la ville de Paris qui est touristique. Et c'est des lieux qui sont connotés comme étant des lieux un peu de luxe, de raffinement, des lieux fréquentés par des touristes, mais bien sûr des classes aisées, etc. Il n'y a pas de boutique Louis Vuitton à Place des Fêtes dans le 20e arrondissement, qui est un coupe-gorge.
j'exagère un peu, mais Place des Fêtes, c'est un lieu où il y a régulièrement des agressions, par exemple des agressions homophobes. Voilà, je dis comme ça. Il n'y a pas non plus de Louis Vuitton à Belleville, dans le 19e, qui est pourtant un quartier très hipster, mais qui est hipster gentrification. Voilà. Et la seule boutique Louis Vuitton du département du Nord, je prends cet exemple parce que c'est le département le plus peuplé de France, le Nord, il y a une boutique Louis Vuitton, elle est à Lille. Voilà, elle est dans la capitale du département. Oui, je sais, on appelle ça une préfecture, mais culturellement, c'est la capitale. C'est là que rayonnent les choses. Donc, je vous disais, on a vu que le lieu physique, c'était une vitrine, et donc le lieu de distribution d'un produit, c'était aussi son lieu d'acquisition. Sur YouTube, ici, voilà, c'est déjà répondu, puisque évidemment, voilà, la réponse est dans la question. Votre distribution, c'est YouTube, et votre acquisition, c'est YouTube. Alors on pourrait dire, oui, mais les vidéos YouTube, elles sont référencées sur Google, et c'est un très bon argument pour quand vous voulez convaincre des gens de lancer une chaîne YouTube, quand vous voulez convaincre notamment des commerces, que ce soit du e-commerce, que ce soit du commerce physique, de dire, ouais, mais tu vois, tu vas être vachement référencé, les gens, ils vont taper garage, réparer voiture, et puis la vidéo où tu montres comment tu as réparé voilà, justement cette Polo Volkswagen, voilà, tu as fait un vlog embarqué sous le capot, etc. Ça va, si la vidéo a bien marché, ça va être sur Google. Oui. Alors, déjà, il faut savoir que Google... comment vous dire que... Je vous ai dit qu'ils allaient sortir gagnant, assez avantagés de la bulle de l'IA, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un gros problème à gérer pour l'instant qui s'appelle Perplexity. Voilà. Donc, une vidéo YouTube peut être recommandée dans Perplexity, certes. Une vidéo YouTube peut être recommandée sur Google, certes. Mais l'important, en fait, sur YouTube, c'est l'organique. D'accord ? Ce que vous voulez. Je sais que c'est très à la mode, l'histoire des mots-clés, de dire, ah oui, si vous vendez une formation, par exemple, évidemment, vous voulez faire une vidéo qui s'appelle « Comment gagner de l'argent sur Internet quand on est étudiant ?» pour que l'étudiant qui fait une recherche Google ou directement une recherche YouTube « Comment gagner de l'argent sur Internet quand on est étudiant ?» tombe sur votre vidéo. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas le premier à avoir eu l'idée, d'accord ? Je vous rappelais un petit truc un peu sympa. Je vais d'abord, encore une fois, bouger, bien sûr, cette fameuse matrice incroyable. Juste un petit truc. Courbe de Gauss. Alors, comme je vous l'ai dit, d'accord ? Ça, c'est l'extrême bas. Ça, c'est l'extrême haut. D'accord ? Basiquement, c'est une courbe de QI. Pas très bien dessinée, mais c'est une courbe de QI. En business, créativité, intuition, innovation, c'est simple. En général, vous êtes ici, d'accord ? Vous êtes pile poil au milieu, parce que je ne vous connais pas. Donc peut-être qu'en vérité, vous êtes un génie, voilà. Mais a priori, si vous êtes un génie, vous avez déjà une chaîne YouTube qui marche super bien, etc. Peut-être que vous êtes pas très fut-fut, mais bon, ça, je peux pas le savoir. Et si c'est le cas, vous n'êtes probablement pas en train de regarder cette masterclass, parce qu'il faut déjà quand même tenir la charge mentale, etc. Donc, ne vous connaissant pas, statistiquement, ce qui est le plus probable, c'est que vous soyez une personne tout à fait moyenne. Comme moi, d'accord ? Je me mets dans le tas, statistiquement, même si on aime bien penser parfois qu'on est des génies, ou au contraire penser qu'on est des losers, dans le doute, en l'absence de preuves spectaculaires dans un sens ou dans l'autre, voilà, en moyenne, on a plus de chances d'être dans la zone moyenne de la courbe de Gauss. Voilà, d'accord, puisque c'est là qu'il y a le plus de gens mathématiquement. Bref, vous ne serez pas le premier à vous dire « Je vais faire une vidéo qui s'appelle « Comment gagner de l'argent sur Internet quand on est étudiant ?» Le meilleur moyen pour que cette vidéo soit recommandée, c'est pas les mots-clés. C'est que YouTube l'identifie comme une très bonne... Attends, j'avais pas vu qu'il avait passé tout mon... Hop. Que YouTube l'identifie comme une très bonne vidéo. Égale bonne vidéo, ça veut dire quoi bonne vidéo ? Ça veut dire pour un public donné. Donc c'est quand même important que le titre dise ce que ça dit, etc. Mais ce que veut savoir YouTube, c'est est-ce que votre public, il est content. Donc, en fait, c'est avoir un bon CTR et avoir un bon watch time.
Je ne vais pas rentrer, moi je t'aime rétention. Je n'explique pas ça, c'est là on s'écarte un peu de la notion de positionnement. Donc, on a vu, on remonte un peu, que dans cette masterclass, j'étais quand même un peu plus voilà, sur la zone des gens qui n'ont aucun business, ou pas de business en ce moment, et qui donc n'ont pas de positionnement préexistant, petit cœur bien sûr, que pour les gens qui ont déjà un positionnement. Ça mériterait en fait, une masterclass entière de faire un truc sur vous avez déjà une entreprise qui marche hors YouTube, vous voulez créer du contenu pour la promouvoir, pour la pousser, ou vous voulez créer un autre business model à côté. Je pense que je ferai un truc là-dessus un jour, mais ça sera plus un article LinkedIn, je pense. Donc je vous invite à me suivre sur LinkedIn. Voilà. J'ajoute pas tout le monde, ça dépend des profils, mais par contre vous pouvez toujours me suivre pour voir les parutions. J'aime bien LinkedIn parce que, pareil, si vous voulez me contacter pour bénéficier de mes services, en l'occurrence, à l'heure aujourd'hui, cette masterclass, j'ai pas de formation à vendre, je vends du consulting, qui prend différentes formes selon là où vous en êtes et selon vos besoins, mais je vends du consulting. J'aime bien être contacté par LinkedIn parce que ça me permet de voir un peu quel est votre profil professionnel, en fait. Ça me permet de voir ce que vous vendez, ce que vous vendez pas, si vous créez déjà du contenu, par exemple sur LinkedIn, voilà, si vous êtes à l'aise avec la création de contenu, etc. Ou si vous êtes le genre de personne qui met pas sa photo, met pas ses diplômes, ne poste rien, et m'écrit « Salut, wesh Fred !» Voilà, ce genre de choses. On ne se connaît pas, appelez-moi Frédéric. Pour commencer. Après, vous m'appellerez Fred quand on travaillera ensemble. D'accord ? Donc, pour finir, puisque, justement, la masterclass s'adresse plutôt à des gens qui n'ont pas encore complètement, pas du tout, de business model, et donc qui n'ont pas pré-testé une forme de positionnement dans le monde hors YouTube, je vais finir par deux petites choses. Je vais faire un petit... Est-ce que je peux copier ? Normalement, oui. Je vous ai dit, je découvre. Je découvre. Hop. Si je fais ça, est-ce que je peux recopier ce passage ? Voilà, encore déplacer ma matrice. Promis, ça arrive, c'est le deuxième point. Pourquoi ? C'est quand même extrêmement pénible. Ok, ça ne marche pas. Je vais le faire comme ça, dernière chance, et puis après, je vous le referai, je vous l'écrirai. Ok, ça ne va pas. Alors, on va modifier directement. Je vous disais, d'un point de vue de pur contenu YouTube, vous devez regarder vos concurrents. Puisque dans le monde hors YouTube, votre positionnement, le point C, c'est le prix. Vous vendez quoi, à qui, pour quel prix. Sur YouTube, c'est nada, puisque c'est gratuit. Mais vous devez regarder vos positionnements, vos concurrents. J'ajouterai quand même une nuance pour ceux dont le business model va être justement celui de vendre un produit, d'accord ? Et pas de vendre du temps de cerveau. Parce que là, ce premier passage, toute cette partie-là, quel contenu, quel format, à qui, observer les concurrents, sans rapport un peu ambivalent vers les concurrents, vous voulez les imiter, mais en même temps, vous voulez vous en différencier, tout ça, c'est valable dans l'absolu pour le contenu pur et dur. Donc, c'est particulièrement valable pour ceux qui veulent vendre du temps de cerveau. C'est valable aussi si, de toute manière, votre projet, c'est de vendre un produit à travers des vidéos qui doivent de toute manière attirer des gens. Donc, il va encore falloir réfléchir à les gens qui vendent le même type de produit que vous, qu'est-ce qu'ils proposent, c'est quoi leur contenu, etc. Bon. Néanmoins, pour ces gens-là, donc on va repasser en bleu parce que c'est la couleur de ce concept-là, lié à ce business model-là. Néanmoins, il va falloir penser à un truc après, qui est prix du produit final, d'accord ? Voilà, je ne vais pas reprendre l'exemple de Picard surgelé, mais si vous vendez des produits physiques, par exemple que vous avez un site e-commerce, alors imaginez vous vendez du matériel pour les piscines.
est-ce que vous vendez le même matériel que vos concurrents et qu'en fait la seule différenciation c'est la relation parasociale que les gens vont avoir avec vous sur YouTube, ou est-ce que c'est l'autorité que vous allez mettre parce que vous montrez des vidéos de vlog où vous nettoyez des piscines, où vous rénovez des piscines, etc. Okay, si vous commencez à avoir cette différence de valeur perçue parce que vous inspirez plus conscience, parce que vous avez plein de vlogs où vous voit en train de nettoyer des piscines, est-ce que vous ne pouvez pas vendre votre matos plus cher? Voilà. Donc ça ne va pas forcément jouer sur le contenu, je le précise, hein, mais c'est bien de l'avoir en tête. J'ai une chaîne en tête, mais je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un mec qui est désinsectiseur. Je crois qu'il fait peut-être tous les nuisibles, donc il fait peut-être aussi les rats, les trucs comme ça. Il fait les frelons, etc. Et il a une chaîne YouTube où on le voit à longueur de temps poser des pièges pour les punaises de lit, mettre du produit pour les frelons, etc. Et ben, ce mec-là, en fait, quand vous allez sur son site, vous pouvez bien sûr l'appeler pour qu'il vienne exterminer des nuisibles chez vous, mais vous pouvez aussi lui acheter des produits, de la bombe pour je ne sais pas quel type d'insectes, etc. Et ben, en fait, il a développé sa propre gamme de produits. Et sa propre gamme de produits, je ne sais pas comment elle est fabriquée, je soupçonne que c'est ce qu'on appelle du white label, hein, c'est-à-dire que c'est de la marque blanche, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des insecticides qu'on trouve ailleurs, mais qui ont un emballage différent parce que c'est sa marque à lui. Et en fait, c'est un truc qui est assez courant hein, dans plein de domaines, dans les cosmétiques, ça se fait aussi, etc. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais trouvé que ces produits étaient assez chers par rapport aux autres marques que je voyais sur Amazon. Pourquoi c'est cher ? Vous avez deux explications possibles. C'est parce que c'est ses produits à lui, donc c'est fabriqué à toute petite échelle, c'est une petite quantité. Oui, donc ça vaut plus cher. Puis les petites quantités, c'est souvent un peu premium. Hein. Le luxe, les trucs un peu travaillés, les meubles Ikea, c'est moins cher qu'un meuble fait par un menuisier. Voilà, parce que le menuisier, il vous le fait lui-même, il a moins de volume, etc. Donc c'est plus cher. Mais c'est aussi plus... Il y a un plus gros standing, parce que c'est le menuisier qui vous l'a fait. C'est un peu du sur-mesure, etc. Bon. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que l'explication, c'est que ces produits de désinsectisation sont plus chers parce que il a conçu une formule chimique qui est un peu unique et puis surtout il peut pas en faire fabriquer beaucoup. Ou alors c'est de la marque blanche et les prix sont chers juste parce que il a je ne sais plus combien de milliers d'abonnés, je vais pas vous embêter à chercher ça en direct, mais il a une grosse chaîne YouTube qui fait des milliers de vues et donc en fait il a ce qu'on appelle le pricing power. D'accord ? Donc c'est pas forcément lié au positionnement. Parce qu'en fait, ça dépend de la distance, on pourrait appeler ça le nombre de clics, entre votre contenu et le produit que vous allez vendre, et donc l'acte d'achat. Mais mettez ça dans un coin de votre tête. Voilà. Le fameux prix qui n'existe pas sur YouTube pour votre contenu, parce que votre contenu est gratuit, sauf si vous voulez envoyer les gens vers, par exemple, une newsletter payante. Hein, vous pouvez avoir une chaîne YouTube qui envoie les gens vers un Substack. Ok. Mais on va dire que ce critère du prix n'existe pas dans l'écosystème YouTube pour le contenu YouTube, mais par contre, pour les gens qui veulent vendre un produit à partir de YouTube, avec ce système d'acquisition, il va falloir penser à votre pricing de produit final. Et donc, la question, c'est comment est-ce que vous légitimez ce pricing ? Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup d'abonnés ? Est-ce que vous avez réussi à convaincre les gens que vous étiez l'expert numéro 1 de votre niche ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, en particulier des jeunes, qui pensent que Yomi Denzel, c'est l'expert numéro 1 de l'infopreneuriat. Parce que c'est tout simplement l'infopreneur francophone parce qu'il est suisse, il n'est pas français, c'est l'infopreneur francophone qui a le plus d'abonnés YouTube. Il a 1 million d'abonnés, je ne connais pas d'autres infopreneurs francophones qui a autant d'abonnés. Et il est là depuis plusieurs années, et il bombarde de contenu, je ne sais plus combien de vidéos il sort par mois, mais je crois qu'il est à peu près à une vidéo par semaine. Donc il a un gros catalogue, il est là partout, il a un podcast avec Oussama Hamar. Oussama Hamar, c'est simple, soit vous considérez que c'est un escroc et vous voulez rien avoir à faire avec lui, et donc Yomi Denzel, un peu louche, bizarre, machin, soit vous dites, bon, Oussama, il est peut-être pas très clair sur certains points, mais le mec, il connaît trop bien la Startup Nation, il a monté des business et tout, c'est quand même... Et puis il est passionnant, machin. Ah putain, Yomi, il connaît Oussama Hamar. Putain, décidément, ce Yomi Denzel, non seulement je le vois partout dans mon algorithme de recommandation,
En plus, il a plein de vidéos, il est là depuis longtemps, donc il n'a pas fait faillite et tout. Puis en plus, il a 1 million d'abonnés, quoi. Bon, pricing power, voilà. Et pour finir, et ça c'est une petite friandise exprès pour ceux qui ne sont pas sûrs de quelle chaîne YouTube créer, d'accord? C'est vraiment un bonus de fin. Et bien en fait, si vous n'êtes pas sûr de quelle chaîne créer, je vous propose un truc. Alors, est-ce que je peux l'agrandir? Ouais, je peux l'agrandir. Qui s'appelle la matrice magnétique. Alors c'est un truc que j'utilise moi-même, et c'est pour ça que j'ai masqué une colonne, parce que je tiens à garder mes idées, même si c'est surtout l'exécution qui va jouer dans votre succès, mais les idées c'est quand même important. Donc très simple, hein, vous prenez un Google Sheet, il n'y a pas besoin d'avoir fait Mathsup ou je sais pas quoi, une colonne avec vidéo. Donc vidéo en fait ça veut juste dire le sujet, de quoi ça va parler. Et vous mettez 3 catégories. En vérité, vous pourriez, pour les plus minimalistes d'entre vous, ou ceux qui ont un esprit de synthèse plus efficace que le mien, vous pouvez mettre une seule catégorie ou 2 catégories. L'important, c'est en fait que vous puissiez lister. L'important, c'est la colonne catégorie 1. C'est surtout ça qui compte. Mais donc, vous mettez votre idée de vidéo sur une ligne, la colonne d'à côté, même ligne, vous mettez à quelle catégorie ça appartient. C'est une matrice que j'utilise parce qu'en fait, j'ai pas le temps de créer autant de chaînes YouTube que j'aimerais. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour poster sur cette chaîne précisément. Mais j'ai toujours dans un coin de ma tête une réflexion sur ce que je vais faire ou pas à côté et sur les chaînes que je vais démarrer. Et donc, je liste toutes les idées de vidéos que j'ai en tête et dans la colonne catégorie 1, je mets quelle est la catégorie principale sur laquelle porte la vidéo en question. Donc, je sais pas, je prends un exemple très simple parce que là, c'est masqué, mais première idée, première ligne, où il y a marqué tech, sociétal, immobilier. Je pense que c'était une vidéo sur Airbnb. Alors on pourrait dire, ouais, mais Airbnb, d'ailleurs, c'est d'abord de l'immobilier, etc. Mais en fait, si vous réfléchissez au fait que c'est quand même une start-up, une place de marché, un algorithme de recommandation, etc., bon, Airbnb, c'est considéré comme une start-up à succès, etc. Donc, pour moi, c'est tech. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord. Il y aurait tech, là, je vois une colonne, donc, enfin, ligne 11, tech en première catégorie, et sociétal en deuxième catégorie, sans rien. Bah, c'était peut-être une vidéo sur l'Apple Vision Pro ou le métaverse. En gros, c'est de la tech, mais il y a potentiellement d'énormes implications sociétales. Bon. Et vous voyez que, dans mon cas, la catégorie qui est la plus répandue, c'est Meta YT, ce qui signifie Meta YouTube. Ce qui est normal, parce que de par mon métier, spontanément, le sujet sur lequel je vais avoir le plus d'idées au mètre carré, bah, c'est YouTube. Le fonctionnement de l'algorithme, les choses à faire, les choses à ne pas faire, des polémiques sur des créateurs, des techniques de monétisation ou des approches. Je vous parlais de Nota Bene qui fait des sponsors très bien pensés, même si du coup ça se voit un peu côté viewer que parfois la vidéo a juste été pensée pour faire le placement de produit, mais d'un point de vue business, c'est très bien. Bon bah tout ça, évidemment, c'est des choses qui vont avoir en catégorie 1 le truc méta YouTube. Et une fois que vous avez rempli toute votre colonne d'idées, et vraiment, en fait, un premier jet prend 30 minutes. Après, vous pouvez le faire régulièrement. Vous revenez sur le document toutes les semaines ou tous les mois. Mais le premier jet, la première session, en 30 minutes, vous pouvez avoir 30 idées. Passez-y 2 heures, et vous en aurez 60, 80, 90. L'important, c'est de mettre tout ce qui vous passe par la tête. Ne jugez pas la qualité de la vidéo, d'accord ? Le but, c'est juste de les classer après par catégorie. Et là, une fois que vous avez... Alors, vous notez les catégories et vous, soyez rigoureux dans la manière de noter. Si vous mettez tech, c'est tech, et c'est pas techno une fois sur 2, c'est tech. Méta YouTube, c'est méta YouTube. Il n'y a pas, vous voyez qu'il n'y a pas d'endroit où c'est marqué créateur économie, c'est méta YouTube, point. Il faut que vous ayez une étiquette précise, parce qu'après, vous activez la fonction recherche de votre Google Sheet. Vous faites donc CTRL F, vous rentrez le mot-clé de la catégorie, donc vous rentrez tech, et votre document va vous donner le nombre d'occurrences. Donc si vous avez, donc j'ai dit, voilà, vous y passez 2 heures la première fois, vous avez 120 idées, allez, on va dire que ça se tasse un peu beau. Vous avez une centaine d'idées, bah, sur les 100 idées, vous tapez tech, vous voyez que le truc il apparaît 10 fois, ah putain, c'est 10% de vos idées. Vous tapez, je sais pas, food, si vous avez envie de créer une chaîne qui parle de nourriture, de cuisine, etc.
Ah, vous voyez que food apparaît 30 fois. C'est 30%. Et vous testez chacune des catégories. Et hop, vous voyez quel est le sujet, le type de vidéo. Ça ne dit pas le format, ça ne dit pas le style, mais ça dit au moins le sujet sur lequel va porter votre chaîne YouTube. Ça vous montre vers quel sujet vous avez spontanément plus d'appétence ou plus de connaissances préexistantes. Ça ne veut pas dire que c'est forcément là-dessus que vous devez partir, mais c'est quand même un très bon outil si vous hésitez entre une, deux ou trois niches. Et je vais m'arrêter là pour cette masterclass business model et positionnement qui, j'espère, était très clair et qui, je vois, est malheureusement bien au-dessus des 45 minutes que j'avais prévues. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si c'est pertinent pour vous.